Quand on dit en Côte d'Ivoire, le taux de chômage est de 2,6%. Les gens sont surpris, mais en réalité, ça correspond à la réalité. Mais ce n'est pas pertinent. La vraie problématique d'une économie comme la Côte d'Ivoire, c'est la précarité de l'emploi. On ne réalise pas que c'est le secteur privé qui crée de la richesse, qui crée de la valeur et qui crée les emplois. Le rôle de l'État, c'est de créer le cadre. Il y a 17 ans, j'ai dit je crée Bloomfield, mais le monde entier était convaincu que je n'allais jamais réussir ce pari-là. Je n'ai pas créé cette structure pour de l'argent. Ne créez pas des entreprises pour devenir riches. Créez des entreprises pour répondre à un besoin de la société. La réussite de cette entreprise peut avoir comme conséquence la richesse. Aujourd'hui, j'accueille Stanislas Zézé, un entrepreneur et financier visionnaire qui marque de son empreinte l'histoire économique de l'Afrique francophone. Fondateur en 2007 de Bloomfield Investment Corporation, la première agence de notation financière de la région, il est reconnu pour son engagement en faveur de la transparence financière, de la bonne gouvernance sur le continent. Né en Côte d'Ivoire, Stanislas a su transformer des épreuves personnelles en force. Après des études en droit privé en France et un Master of Public Administration aux États-Unis, il a entamé une carrière remarquable, notamment à la Banque mondiale et chez Oil Product Africa. Mais c'est à travers Bloomfield qu'il a véritablement innové en adaptant les évaluations de crédit aux réalités africaines et en ouvrant la voie à de nouveaux standards pour les économies locales. Surnommé l'homme aux chaussettes rouges pour son style emblématique, il est aussi un auteur inspirant et un modèle pour la jeunesse africaine. En 2019, il a été décoré en tant qu'officier de l'Ordre national de la Côte d'Ivoire et son influence ne cesse de croître, que ce soit à travers ses enseignements sur la gestion financière ou ses analyses sur la performance des économies africaines. Aujourd'hui, Stanislas Zézé nous partage son parcours, ses défis et sa vision pour un continent en pleine transformation. Vous êtes là où il faut et ça démarre maintenant. Alors, bonjour Stad. Bonjour Edith. Bienvenue. Merci de m'inviter. Je suis très contente parce que je clôture la première saison de mon podcast avec toi, donc des choses à dire. Et je suis très contente parce que je pense qu'on aura un échange très ouvert, très constructif. Et te connaissant et connaissant ton franc-parler, je sais que mes abonnés seront très, très satisfaits de t'entendre, mais surtout de te découvrir différemment. D'accord. Alors, tu es dirigeant, fondateur de Bloomfield Investment Corporation. Comment s'est passée ton année 2024, surtout pour l'entreprise ? Alors, je dirais très bien. En réalité, chaque année, on a une progression en chiffre d'affaires, une progression en notoriété, parce que chaque année, on rajoute de nouvelles entreprises, de nouveaux pays. Donc, évidemment, on élargit notre espace géographique. Et cette année particulièrement est une année assez intéressante parce que nous venons de créer une nouvelle société, une filiale de Bloomfield Investment Corporation Group qui s'appelle Bloomfield Intelligence. Donc, en réalité, l'idée, c'est de créer une structure d'intelligence économique qui est un peu sur le même modèle que Bloomberg, mais avec des informations contextuelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un marché financier et un environnement économique ou des environnements économiques et financiers dans toute l'Afrique qui sont à un certain niveau, en fonction des régions qui sont à un certain niveau. Prenez l'Afrique du Sud, c'est très sophistiqué. Il y a d'autres régions où c'est quasiment inexistant. Alors, dans la globalité de l'Afrique, il est extrêmement important d'avoir des informations qui peuvent être utilisées en fonction de l'évolution du marché des capitaux, en fonction de l'évolution des économies. En Occident, tous les pays sont sophistiqués. Donc, évidemment, la façon de présenter des informations et le type d'activité économique et financière qu'ils ont sont à peu près les mêmes. Donc, ils ont un modèle standard. Nous, on a un modèle qui va être un modèle adapté. Et, par exemple, les informations qu'on va présenter sur le marché de la Centrafrique, par exemple, ne seront peut-être pas les mêmes informations qu'on présentera sur le marché de la Côte d'Ivoire, parce que le marché de la Côte d'Ivoire étant un peu plus sophistiqué, avec un peu plus de transactions, il y a un type d'informations qui sont nécessaires et qui sont adaptées, qui permettraient à l'investisseur de prendre une décision, aux politiciens de prendre une décision, aux chefs d'entreprise de prendre une décision et à l'administration de prendre des décisions. C'est extrêmement important. Il faut que l'information soit contextualisée et soit adaptée à l'environnement pour que ça ait un sens. Pareil que les indicateurs. Un indicateur économique, s'il est
interprété de façon universelle, il ne veut rien dire. Bien sûr. Il faut qu'il soit interprété dans son contexte pour qu'il ait une valeur. Je te donne un exemple. Par exemple, quand on dit en Côte d'Ivoire, le taux de chômage est de 2,6%. Les gens sont surpris, mais en réalité, ça correspond à la réalité. Mais ce n'est pas pertinent dans une économie comme celle-là. Parce que est chômeur une personne qui n'a pas d'occupation. OK. Et même si cette occupation n'est pas rémunérée, cette personne n'est pas au chômage. Donc, ce que ça veut dire, dans un pays pauvre où tout le monde essaie de se débrouiller, voilà une petite activité, le taux de chômage sera forcément bas. Bien sûr. Mais ce n'est pas ce qui est pertinent dans une économie. La vraie problématique d'une économie comme la Côte d'Ivoire, c'est la précarité de l'emploi. Donc, si on veut résoudre le problème de l'emploi, on regarde le chiffre de la précarité et pas le chiffre du chômage. La précarité, on est autour de 90%. Donc, ce que ça veut dire, oui, c'est énorme. Ce que ça veut dire, si ceux qui font des politiques publiques se basent sur le taux de chômage, nous sommes en plein emploi. Ça veut dire que tout va bien, parce que ça veut dire que tout va bien, tout va bien. Alors que si on veut vraiment résoudre la problématique de l'emploi, surtout des jeunes, on regarde le taux de précarité. Et on s'est dit, on est à 90%. Notre target, peut-être dans 10 ans, c'est de couper ça de moitié. Donc, quelle est la stratégie qu'on met en place? Si tu me permets de te couper, mais c'est quoi un emploi précaire? Et pourquoi, dans nos économies africaines, on n'arrive pas à faire ce distinguo entre emploi et emploi précaire? Alors, un emploi précaire, c'est un emploi qui ne te permet pas, dont le revenu ne te permet pas d'avoir une vie décente. Une vie décente, c'est être bien logé, pouvoir bien te soigner, pouvoir bien t'éduquer ou éduquer tes enfants, pouvoir avoir des repas convenables, donc manger 3 fois par jour, pouvoir... Te soigner? Non, surtout, pour aussi pouvoir t'amuser. Oui. Aller les loisirs. Loisirs, aller le week-end avec ta famille au restaurant, une fois par mois, ne serait-ce que ça. Donc, c'est pouvoir vivre une vie décente et une vie qui permet à quelqu'un de se sentir bien. C'est ça, un emploi. Mais un emploi précaire ne te permet pas justement de faire tout ça. Donc, évidemment, ça crée de la frustration, ça crée des problèmes. Parce qu'on ne se rend pas compte que, sociologiquement, ne pas être capable de régler certaines problématiques de famille peuvent créer des problèmes, des ruptures dans la famille. Alors que la famille, c'est la base de la société. Le mariage, il a été instauré, ce n'est pas pour consacrer l'amour. Non. C'est pour avoir une société de gens raisonnables, structurés, organisés, occupés, avec une activité familiale qui est précise, qui fait que ça canalise les énergies, ça canalise les gens. Donc, pour pouvoir réussir ça, il faut que les gens aient des emplois décents. Donc, c'est ça la différence en réalité. Donc, nous sommes dans une société où il y a plus d'emplois précaires que d'emplois décents. Et donc, la vraie problématique à régler, ce n'est pas le problème du chômage, c'est le problème de la précarité de l'emploi. Parce que le chômage, il est quasiment inexistant ici. Tout le monde se débrouille. Non, il est quasiment inexistant, le chômage. Donc, c'est la définition du chômage que les gens ne connaissent pas et qu'on n'explique pas malheureusement aux gens. On n'explique pas aux gens, parce que les gens ont l'impression qu'un chômeur, c'est celui qui n'a pas un travail rémunéré de façon régulière. Voilà. Donc, un chômeur, c'est pourquoi il est extrêmement important de savoir interpréter ces indicateurs dans leur contexte. Et c'est ce que nous faisons à Bloomfin et qu'on va continuer à faire Bloomfin Intelligence. C'est beaucoup de travail parce que, comme tu disais, dans les économies sophistiquées, les indicateurs et les performances économiques sont sensiblement les mêmes. Mais en Afrique, il y a plusieurs Afriques. Absolument. Et il y a plusieurs réalités. Donc, en tant qu'acteur dans l'intelligence économique, ça va certainement demander beaucoup plus de travail, de recherche, de fonds pour pouvoir avoir des données précises en Centrafrique, comme tu le disais, en Afrique du Sud, au Maroc, en Côte d'Ivoire et tout. Ça fait 17 ans qu'on existe, on a quand même créé un réseau. Mais ce qui est plus important dans notre environnement, c'est la capacité d'interpréter les paramètres qualitatifs. C'est-à-dire que les données qui ne sont pas forcément chiffrées, parce que nous n'avons pas la culture du chiffre, nous n'avons pas la culture de la data. Et on a la culture du secret. Voilà, on a la culture du secret. Donc, on est en train de développer justement la culture de la transparence, la culture de la data, et de se baser sur les informations pour prendre des décisions
pour que ces décisions soient cohérentes, elles soient consistantes et surtout qu'elles permettent d'anticiper des résultats, d'anticiper une tendance. Et tout ça, c'est un vrai travail que nous faisons depuis 17 ans. Ça, enfin, si tu veux, aujourd'hui, je peux dire que on a quand même réussi à 50% à créer cette culture-là. Et je vois aujourd'hui des gouvernements qui nous demandent des informations, qui nous demandent des études, des entreprises, avec les tables rondes que nous faisons sectorielles, les cartographies de risque pays, les cartographies de risque sectoriels. Et toutes ces informations, toute cette base de données-là permet aux gens aujourd'hui de prendre de bonnes décisions. Aujourd'hui, nous sommes consultés par la Banque mondiale, par le FMI, par l'AFD, par toutes ces structures-là qui passent dans les pays africains pour avoir notre opinion parce qu'ils ont réalisé que nos analyses étaient contextuelles, donc représentaient la vraie réalité de l'environnement. Et en réalité, c'est ce que je dis toujours. C'est-à-dire que les Africains n'ont pas besoin de se comparer à quelqu'un. Oui. Les Africains ont besoin d'avoir des objectifs et travailler pour atteindre ces objectifs-là. Mais pour pouvoir avoir des objectifs et travailler pour les atteindre, il faut bien poser nos problèmes. Tous les problèmes ont une solution. Oui. Un problème qui n'a pas une solution, c'est un problème qui est mal posé. Donc, si nous ne posons pas bien les problèmes, nous n'allons pas pouvoir les résoudre. Donner des chiffres qui sont beaux, oui, c'est glamour, les gens applaudissent, mais ça ne résout pas vos problèmes. Parce que vos problèmes sont masqués par ces chiffres qui sont des chiffres légaux, légitimes, et qui ne sont pas des chiffres faussés, Oui. mais sauf qui ne représentent pas la réalité de votre environnement, ils ne sont pas pertinents. Donc la question que les dirigeants des pays africains doivent se poser, c'est est-ce qu'on a envie d'apparaître comme des gens beaux, bien, qui bossent bien, ou on veut résoudre nos problèmes? Est-ce que tu penses que les dirigeants africains, au regard de ces 17 années d'exercice de Bloomfield sur l'espace francophone, mais l'espace africain, on va dire tout court, et puis les institutions avec lesquelles l'entreprise travaille et tout, et toutes les informations transmises à ces institutions pour les aider à mieux agir sur le continent, est-ce que tu penses qu'ils comprennent ce message de transparence? Est-ce qu'ils épousent ce message de transparence? Je pense que oui, mais je pense que la vraie problématique ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Le modèle économique et le modèle politique choisi par la majorité des pays francophones pose problème. Le modèle politique est celui-là qui pose le plus de problèmes parce que tout découle du modèle politique. Le modèle politique, c'est comment la vie politique est animée et comment elle est structurée et construite. Nous parlons de démocratie dans nos pays, mais en réalité, ce que nous projetons en pratique dans l'activité politique, c'est nos habitudes culturelles qui sont pour la plupart une logique de gouvernance de chefferie. Concentration de pouvoir. Oui. Concentration de pouvoir dit gouvernance concentrée, gestion concentrée, décision concentrée. Donc pas de consensus, pas de compromis. Donc ça veut dire qu'on a du mal dans un contexte pareil d'avoir une logique de séparation de pouvoir et de contrôle et d'équilibre de pouvoir. Si vous n'avez pas d'équilibre de pouvoir et de séparation de pouvoir, vous n'avez pas de contrôle. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de corruption dans nos pays. La corruption découle du fait que la gouvernance n'établit pas un système de contrôle et de sanction. Et donc, c'est si comme on demandait à ceux qui pourraient être susceptibles de rentrer dans une logique de corruption, de s'auto-discipliner, de s'auto-contrôler, ce qui n'est pas compatible avec la nature humaine. Les pays occidentaux ne sont pas moins corrompus parce qu'ils sont moins humains que nous, non, parce qu'ils ont des systèmes de contrôle qui réduisent cet appétit de corruption. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, dans beaucoup de pays africains. Les pays anglophones sont plus dans cette logique de transparence. Et ça se reflète même dans leurs élections. Et on a eu l'élection du Ghana, c'était un non-événement. C'est comme ça que ça devrait être.
Une élection, c'est un bilan. Et les peuples vont décider si ceux qu'ils ont élus ont fait le travail pour lequel ils ont élus et décident de les garder ou de les changer. Donc, c'est un non-événement. C'est un événement banal, en réalité. Ouais. C'est passé presque inaperçu. Et vous regardez dans les pays francophones, c'est le contraire. Ouais. C'est toujours une sorte de tension, de crise. Donc, ça veut dire il faut remettre à plat les modèles politiques qui sont très liés à notre culture. Et comme je dis, il faut qu'on prenne nos responsabilités en tant qu'Africains. Si on veut avoir des systèmes de chefferie, qu'on dise, c'est ça nos systèmes. Qu'on assume. Bas et on assume. Et donc, mais malgré ce système de chefferie, il faut établir un système de gouvernance qui permet que les choses fonctionnent, qui est des systèmes d'évaluation et des systèmes de sanctions. Sinon, on aura du mal. On va naviguer à vue. Et pour ça aussi, il y a une chose qu'on ignore, c'est quelle est la base fondamentale d'un pays moderne? C'est l'éducation. Et nous sommes dans des pays qui, en réalité, donnent l'impression d'en faire une priorité, mais qui finalement négligent. Tu le penses? Je le pense, je le vois, je le constate. Parce que quand on dit que l'éducation est la priorité, ce n'est pas seulement le financement. Quand on parle de priorité, c'est l'organisation, la structuration, l'anticipation, la pédagogie. Quel type d'éducation nous voulons avoir? Est-elle adaptée au type de personnes que nous avons? Ouais. Évolue-t-elle en fonction de l'évolution de type de population qu'on a? Le type de population qu'on avait il y a 30 ans dans ce pays n'est pas la même aujourd'hui. Oui. Les attitudes ne sont pas les mêmes. La façon d'apprendre ne peut pas être la même. Oui, ça a changé. Si la façon d'apprendre il y a 30 ans correspondait à un type de personne, aujourd'hui, vous n'avez plus ce type de personnes. Pourquoi garder la même méthodologie d'éducation? Donc, c'est un travail permanent qui doit être fait, de réflexion permanente. C'est pourquoi il est extrêmement important dans une société de mettre l'accent sur la recherche et le développement. Alors qu'on n'investit pas suffisamment dans la recherche. Non seulement on n'investit pas, quand on le fait, les investissements sont faits par les étrangers, par les multinationales étrangères, qui, elles, ont leurs priorités, ont leurs agendas. Tout le monde a son agenda. Même quand quelqu'un vient, dit, on vous donne de l'argent gratuit, un grant, ils ont un agenda. Le FMI, la Banque mondiale. Ils ont un agenda. Tout le monde a un agenda. Oui. Maintenant, à la fin de la journée, c'est qu'il ne faudrait pas que les pays africains délèguent leurs objectifs. Il ne faudrait pas qu'ils délèguent leurs priorités. Sinon, évidemment, vos priorités ne sont plus vos priorités puisqu'elles se transforment en priorité de ceux à qui vous déléguez. Oui. Ça me paraît tout à fait évident. Mais je crois que comme l'être humain a du mal à s'auto-discipliner, il est extrêmement important de mettre l'accent sur l'éducation pour qu'il y ait un système de contre-pouvoir. Si vous avez une population qui est alphabétisée à 100% ou à 99%, évidemment, elle a la possibilité de revendiquer, la possibilité d'orienter, de dire ce qu'elle veut, de s'exprimer et d'aider les politiciens à aussi ajuster leur façon de faire les choses, leur façon de mettre en place les politiques publiques. Nous sommes dans des pays où on ne réalise pas ou peut-être on réalise très peu, que c'est le secteur privé qui crée de la richesse, qui crée de la valeur et qui crée les emplois. Le rôle de l'État, c'est de créer le cadre. Donc, ce que ça veut dire, quand on parle de partenariat public-privé, ça ne devrait pas être une chimère ou ça ne devrait pas être juste un slogan. Ça devrait être une réalité. Et cette réalité permet à l'État de bien comprendre les problématiques et les réalités du secteur privé qui permettra à un secteur privé de créer de la richesse, la valeur et les emplois. Et donc de mettre en place des politiques publiques adéquates. Pareil que la relation entre le secteur privé et l'éducation. C'est le secteur privé qui va absorber après ces gens qui sont éduqués. Bien sûr. Mais s'il n'y a pas de relation directe et de concertation et de partenariat, on va éduquer des gens qui ne trouveront pas du boulot, puisqu'après, ce qu'ils ont appris ne correspond pas
à la demande du marché. Un gap. Voilà, donc on a vraiment besoin de repenser tout ça. Mais ça passe d'abord par l'éducation, d'une part, la recherche et le développement, d'autre part. Ces deux secteurs-là doivent évoluer de façon simultanée et créer les bases fondamentales de la construction d'un État. Et pour l'instant, j'ai quand même l'impression que les pays africains naviguent à vue. Est-ce qu'on ne va pas te dire que c'est vrai qu'on prend pour exemple les nations développées, l'axe occidental, mais pour lequel on griffe, hein, la révolution technologique, industrielle, le développement, sont passés par plusieurs siècles avant d'arriver à ce qu'on observe depuis un siècle, par exemple, Ouais. et tout. Est-ce que l'Afrique n'est pas pressée? C'est vrai qu'on dit que c'est le continent du leapfrogging, on saute les étapes. Est-ce qu'au regard de nos traditions, est-ce qu'on n'est pas pressé d'implémenter un développement qui n'est pas le nôtre? Alors, on ne se compare à personne, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Et il ne faut pas oublier que la civilisation a commencé par l'Afrique. Donc, on n'est pas dans quelque chose de nouveau. Là, nous sommes en train de parler de pays nouveaux post-colonisation. Donc, on ne part pas de zéro. C'est la première. La deuxième chose, malheureusement pour nous, notre développement se fait dans un monde qui est déjà développé. Ouais. Les autres se sont développés sur 300, 400 ans dans une période où rien n'était développé. Donc, ils ont eu le temps. Et malheureusement, nous, on n'a plus ce temps-là, malheureusement. Ouais. On n'a pas ce temps. La période et l'époque dans laquelle notre développement se fait est une époque qui va très vite. Donc, si on veut attendre 300 ans, je pense qu'à un moment donné... on va lâcher prise. On va lâcher prise. Donc, il faut aller très vite. Ouais. On ne se compare à personne. Et comme je dis toujours, qu'on établisse nos propres objectifs. Quels sont nos objectifs? Est-ce qu'on a besoin de se comparer à la France ou aux États-Unis pour dire qu'avoir 30% de réussite au bac est un problème? Est-ce qu'on a besoin de ça pour voir l'état un peu de notre système de santé et se dire il y a un problème à régler? Et la précarité de nos emplois, la précarité des emplois, on a besoin de regarder un autre pays pour ça? Non, ça se ressent. Oui. Donc, on établit nos propres objectifs par rapport à comment on veut que le citoyen se sente. Comment on voudrait, quel genre de société on voudrait avoir. C'est une réflexion interne. Elle n'est pas forcément dans une logique de comparaison. Et une fois qu'on a déterminé ça, on a des objectifs et nous faisons un rétro-planning. Nous commençons par quoi? Quels seront les fondements? Comment on structure la gestion de la cité, donc le modèle politique pour gérer tout ça? Donc, c'est une réflexion interne qui doit se faire de façon décomplexée, de façon ouverte, de façon humble, où tout le monde doit participer, de façon humble. Surtout l'humilité. Voilà. Non, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que je crois que quand on a un pouvoir, on a la responsabilité de l'humilité et de créer l'environnement pour faire participer tout le monde. Ça ne nous enlève rien à notre pouvoir. Mais je veux rebondir sur ce que tu dis. En tout cas, l'interview que je regardais récemment de toi avec mes très chers Kayi et Moulay de Entrepreneur State Africa, tu donnais comme référence aussi littéraire, ta référence, en tout cas l'une de tes références littéraires, Machiavel, le prince. Pour gérer, pour diriger, il faut s'inspirer aussi des méthodes de Machiavel. En tout cas, l'exemple que tu as donné. Mais quand tu parles d'humilité, est-ce que Machiavel était humble? Alors, je pense que humilité, ça ne veut pas dire se rabaisser devant les gens. C'est pas ce que ça veut dire humilité. Humilité, ça veut dire être capable d'être ouvert et écouter ce que les autres disent. Même si à la fin de la journée, quand on prend la décision, on a l'impression que c'est nous qui avons décidé tout seul. Il y a des subtilités dans l'humilité. Les semblants de se rabaisser devant les gens, non, la courbette, ce n'est pas de l'humilité. L'humilité, c'est la capacité d'écouter, la capacité de regarder, d'observer, d'analyser. Même si on prend une décision qui paraît une décision arrogante, le fait d'avoir écouté, le fait d'avoir regardé, observé, analysé, oui, ça fait partie de l'humilité. Donc, je veux dire, c'est comment on comprend l'humilité.
on peut être strict, mais juste. Et c'est tout ça qui fait l'humilité. Et moi, je pense que quand je dis, nous sommes dans une culture où être un Machiavel se fait craindre est une très bonne chose, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas juste. C'est-à-dire qu'on met les gens au pas pour qu'ils respectent les règles. Mais ces règles, elles devraient être établies par consensus. Quand on vote une loi et que la loi ne vous plaît pas, il y a des canaux de revendication. Il faudrait que nous, on soit dans une logique de débat pour justement arriver à soit faire changer une loi ou faire modifier une loi. Mais il faudrait que le débat soit ouvert. Il faudrait qu'on accepte la contradiction. Il faut accepter la contradiction pour pouvoir avancer. Parce que pour moi, un bon politicien, c'est celui qui arrive à convaincre les autres d'embrasser son opinion. Pas celui qui force les autres à embrasser son opinion ou qui tord le bras aux autres pour qu'ils acceptent son opinion. Ici. Voilà, l'idée, c'est ça. Donc, je crois que quand je dis qu'on doit repenser les choses, c'est extrêmement profond. Il faut repenser le modèle économique qu'on a adopté depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Hein. Ce n'est pas une question de parti politique, c'est une question d'idéologie politique. Quelle est l'idéologie politique générale de nos pays africains qui vont après se décliner par des idéologies particulières en termes de tendance par parti politique. Certains seront plus aptes à opter pour du libéralisme, d'autres pour du socialisme, mais il y a une idée générale. Et cette idée générale-là, c'est le bien-être du citoyen. C'est en ça que la citoyenneté est extrêmement importante. La citoyenneté, ce n'est pas juste un passeport. Prenez un pays comme celui-là, qui a opté pour le multipartisme, pour le multiculturalisme, ce que je trouve excellent. Oui, bien sûr. Le multiculturalisme fait de ce pays un pays très riche et très fort. Maintenant, quand on opte pour le multiculturalisme, il faut mettre en place le cadre juridique qui va avec. Parce que ça veut dire que vous êtes plusieurs différences. Donc, la probabilité de friction existe. Forcément. Mais c'est le choix que vous avez fait. Alors, qu'est-ce que vous trouvez comme base commune à tous? La citoyenneté. La citoyenneté, la nation. Et la citoyenneté, la nation repose sur quoi? Sur la terre, dans le droit de sol. Pourquoi les Américains sont les plus forts du monde? Cette citoyenneté, ce droit de sol, il est extrêmement puissant. Il est plus puissant que le droit de sang. On ne peut pas, dans un monde globalisé, opter pour le droit du sang quand on est une jeune nation qui est en train de se développer avec des diversités culturelles et penser qu'on va réussir. Non, on aura toujours des conflits. Mais le droit de sol, c'est tellement puissant qu'on dit vous êtes né ici, vous êtes d'ici. Point, barre, plus de discussion. Et ça stoppe toute friction. Toute friction. Tu es né en Côte d'Ivoire, tu es ivoirien. Tu es ivoirien. Et ça doit demeurer dans la Constitution. On s'en fout d'où tes parents viennent. Tu es né ici, tu es ivoirien. Et ça, on avait le droit de sol en Côte d'Ivoire de 1960 à 72. Parce que Houphouët, dans son anticipation, avait compris ça et s'est dit, j'encourage le multiculturalisme en Côte d'Ivoire, il faut que ça aille avec le cadre juridique. Donc, c'est le droit de sol. Bon, évidemment, les députés ont mis la pression sur lui à un moment donné pour des raisons que j'ignore et il a changé. Et c'était une grosse erreur. C'était peut-être la plus grosse erreur que je pense qu'il ait commise. Tu penses que c'est le fait qu'il n'y ait plus ce droit de sol qui nous a amené la plupart des conflits qu'on a aujourd'hui? Absolument. Pourquoi? Quelle est la cause de ces conflits? C'est dire, ah ouais, mais bon, toi, tu t'appelles tant, tu viens de là, non, tu n'es pas d'ici. Enfin, c'est ridicule. Pourquoi la Côte d'Ivoire est forte? Pourquoi la Côte d'Ivoire fait 40% du PIB de l'UEMOA et 70% de la LICT? On n'est pas plus intelligent que les autres. Sauf qu'on est tous les autres. Oui. Voilà. On est les Béninois, les Sénégalais, les Burkinabés. On est tout ça. Peut-être que les Béninois sont les Béninois, les Togolais sont les Togolais, les Sénégalais sont... Mais nous, on est tout ça. Oui. Donc forcément, on est plus fort. On est forcément plus fort. Mais si cette force devient une fragilité, on a un problème. Et c'est pourquoi
Pour moi, le droit de sol, c'est fondamental dans une nation qui se veut multiculturelle. Et de toute évidence, ce multiculturalisme-là renforce cette nation. On le voit de partout. On est riche de notre diversité. Exactement. On est riche de notre multiculturalisme, mais il faut qu'on le consolide. Et pour moi, le droit de sol, on ne peut pas faire mieux que ça pour consolider une nation multiculturelle. Est-ce qu'au final, revenir ou parler de droit de sol n'est pas incohérent avec cette politique de libéralisme économique dans lequel on se trouve depuis plus d'une dizaine d'années et dans laquelle ce sont les investissements directs étrangers qui, on va dire, consolident notre économie? Alors, il y a deux erreurs fondamentales dans ça. Nous ne sommes pas plus libéraux que les États-Unis. On dit qu'on est un libéralisme économique en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas plus libéraux que les États-Unis. Peut-être qu'on comprend mal le libéralisme. Le libéralisme n'enlève pas la citoyenneté. Je suis désolé. On ne développe pas un pays par les investissements étrangers, non. Les investissements étrangers sont complémentaires. On développe un pays par les investissements domestiques. C'est la raison pour laquelle, dans tous les pays qui se respectent, les locaux dominent l'économie. Oui. Vous n'allez pas aller en France et puis l'économie est dominée par des Chinois, non. Ça n'a même pas de sens. Ouais. Il faut que les locaux dominent l'économie. Et on configure l'économie comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas libéraux. C'est les Américains qui contrôlent l'économie des États-Unis. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas libéraux? La question que les dirigeants d'un pays se posent, c'est comment, dans une logique de libéralisme, on fait pour que nos entreprises locales soient les meilleures dans la compétition et les plus libérale. fortes. Ouais. On ne construit pas un pays sur une logique d'investissement étranger. Ça fragilise votre pays. La preuve, vous vous retrouvez dans un pays où les locaux ne contrôlent que 5% de l'économie. Ça, ce sont les chiffres de Bloomfield. 5% de l'économie. 5% de l'économie. Vous avez 95% du tissu économique qui est constitué par des PME, locales pour la plupart, qui produisent que 20% de la richesse. 5% de multinationales étrangères qui contrôlent 80% de la richesse. Donc, vous êtes une économie qui performe, oui, mais qui est fragile à moyen terme. C'est-à-dire qu'au moins de soubresaut, au moins de crise grave, bah évidemment, les multinationales n'ont pas vocation à rester dans des pays qui commencent à avoir des sérieux problèmes sociopolitiques. Mais je trouve que c'est à mon avis, c'est trop fort et trop grave d'avoir un chiffre pareil de ne pas sourciller, en fait, parce que 5% des multinationales étrangères qui produisent 80% de la richesse. 80% de la richesse. Mais c'est le modèle qu'on a, et c'est ce modèle qui, à mon avis, doit être inversé. Il faut qu'on arrive à être dans une logique de 60% de richesse créée par des locaux et 40% par les entreprises étrangères. Ça me paraît un bon partage et un bon équilibre. Bien sûr. En cas de crise, si les 40% sont plus produits, les 60% sont produits, ça soutient l'économie. Et je crois que des fois, on n'a même pas besoin d'être économiste pour ça. Je dis des fois, c'est le bon sens qui, pour moi, va prévaloir. Et donc, ça veut dire qu'il faut, quand on parle de la création de champions nationaux, c'est quelque chose de fondamental à une économie. En réalité, c'est rien de nouveau. Les Français ont des champions, les Américains ont des champions, les Allemands ont des champions. Ce n'est rien de nouveau. C'est quelque chose de fondamental. Oui. C'est ce qui permet au pays de contrôler son économie. Et les champions nationaux, c'est une décision et une volonté politique, mais sur des critères économiques, par contre. Donc, on ne choisit pas des gens de son camp politique pour en faire des champions. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand on est au pouvoir, on a une volonté politique de créer des champions, mais on identifie dans chaque secteur d'activité les personnes qui ont fait leurs preuves, qui ont atteint un certain niveau. On veut créer des conditions pour qu'ils deviennent des mastodontes dans ces secteurs et qui dominent ces secteurs-là. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est comme ça qu'on finit par dominer son économie. On met l'accent sur l'économie domestique d'abord, avant de penser aux investissements étrangers. On privilégie les locaux d'abord, les entrepreneurs locaux d'abord. Mais c'est ce qui me paraît tout à fait évident. Est-ce que tu ne penses pas que le mot protectionnisme fait peur aux dirigeants francophones? Il y a quelque chose qui m'amuse quand même dans ce pays ici en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que dans tous les pays, tous les pays parlent de... les Américains disent les Américains d'abord, les Français disent les Français d'abord. Et quand les Ivoiriens disent les Ivoiriens d'abord, ça pose problème. Je sais pas ça dérange. Mais ça peut déranger qui ils veulent, ça c'est leur problème. Moi, je pense que
à un moment donné, il faut assumer sa citoyenneté. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres. Non, ça veut dire que la citoyenneté, là, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la raison pour laquelle, quand tu as un passeport ivoirien, que tu viens en Côte d'Ivoire, on met nationaux, étrangers. Tu arrives aux États-Unis, c'est pareil. Exactement. Tu arrives en France, c'est pareil. Européen, étranger. Donc, pourquoi ici, ça pose un problème? Parce qu'on n'arrête pas de se voiler la face. On a peur de la réalité. Il faut qu'on se dise la vérité pour pouvoir résoudre les problématiques. On peut continuer à se mentir, hein, ça, il n'y a pas de problème. Sauf qu'on ne résout rien comme problème. Les problèmes sont couvés et chaque fois qu'il y a quelque chose, ben, tout ressort. Oui. Une nation, ça se construit. Ça se construit over time. Ça prend du temps. Mais il faut la construire dans l'honnêteté, en réalité, dans l'honnêteté intellectuelle. Et je crois que dire que les Ivoiriens doivent être prioritaires dans leur pays, je ne sais pas ce qu'il y a de choquant. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Non, c'est surtout qu'il n'y a rien de choquant. Ouais. Ça, tout le monde le dit. Oui, c'est ça. Pourquoi ce pays, on ne devrait pas le dire. On n'a pas dit qui doit être Ivoirien, non. On dit la priorité aux Ivoiriens. Donc, tous ceux qui sont Ivoiriens, c'est leur priorité, qui doivent être prioritaires. Qu'ils soient d'origine, je ne sais pas, turc ou je ne sais pas quoi, dès qu'ils deviennent Ivoiriens, ils sont une priorité économique et politique. Et on en revient à ta proposition de retour au droit de sol, parce qu'une fois que tu as le droit de sol, mais tu es ivoirien, donc il n'y a pas de question qui est posée sur ta nationalité, tes ascendants. Je te donne un exemple qui, pour moi, est fondamental. On dit à tout le monde de venir, on embrasse tout le monde. Okay? Oui. Nos frontières, ne sont pas forcément des frontières qui sont, extrêmement sécurisées, on va dire. Mais on encourage. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas, mais on encourage les gens à venir. Et tu as un Burkinabé, par exemple, qui vient et qui s'installe juste après la frontière et qui est analphabète, qui fait des enfants. Ses enfants sont là-bas, qui vont à l'école normalement, qui sont nés là, qu'il a le bac et il veut aller à l'université ou rentrer dans une école où cette école est réservée, il faut avoir la nationalité ivoirienne pour entrer dedans. Par exemple, l'ENA. Et on lui dit, désolé, vous n'êtes pas ivoirien, vous ne pouvez pas rentrer. Enfin, vous comprenez un peu la frustration de cette personne qui dit, mais attends, comment? Je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. J'ai participé à l'économie. Sans problème. Mais pour moi, c'est un véritable problème. Parce que pour moi, le droit de sol, le droit de sang dans une société qui n'est pas multiculturelle, on peut comprendre que les gens essaient de vivre en autarcie, s'ils privilégient le droit de sang, ok. Mais un pays qui volontairement privilégie le multiculturalisme, qui est une excellente chose, à mon sens. Et c'est ce que les États-Unis font. Mais absolument. Il faut le droit de sol. Ouais. Tu ne vas pas voir un citoyen américain avec les yeux tirés qui ressemble à un Asiatique et lui dit, mais toi, tu viens de la Chine? Il va dire, non, je viens de New Jersey. C'est ça. Mais avant New Jersey, j'étais dans le ventre de ma mère. Ou alors, avant ça, je n'existais pas. Ouais. Mais depuis que j'existe, je suis américain de l'État du New Jersey. Même personne ne te demande ça. Personne ne demande ça à qui que ce soit là-bas. Ça ne vient pas à leur esprit de demander ça. Non. Et donc, c'est-à-dire que c'est vraiment pour moi la base. Hein. Ouais. Vraiment, ouais. C'est quelque chose qui peut résoudre nos problèmes fondamentaux, qui, moi, à mon sens, comme tu l'as dit, sont une braise sur laquelle nous sommes assis et qui peut prendre à tout moment. Tu as parlé de compétences. Ouais. Tu as parlé de compétences, de formation. L'invité que j'avais reçu précédemment, Vanessa Cuyo, parlait également et est revenue à plusieurs reprises sur les compétences locales et les difficultés à trouver des compétences locales pour des entreprises ivoiriennes et tout. Est-ce qu'au sein de Bloomfield, tout au long de ces années, tu as eu des difficultés aussi à pouvoir trouver des compétences locales dans ton domaine de la finance, l'intelligence économique? Alors, il y a deux choses. J'ai suivi le podcast avec Vanessa. Je pense que il y a une chose il y a un vrai problème qu'on a aussi dans ce pays, c'est qu'on ne valorise pas les petits métiers. Oui.
Alors, il n'y a aucun petit métier de toute façon. On les appelle petits métiers, mais ce ne sont pas des petits métiers. Le super immeuble que le gouvernement est en train de construire au plateau. La Tour F. Ouais, il faut des plombiers, ouais. Il faut des électriciens, il faut des maçons, il faut des menuisiers. Et c'est ceux-là qu'on considère comme des petits métiers. Et quand on voit ce joyau architectural, on se dit, mais il y a quand même un plombier qui a... Pourquoi on devrait faire venir un plombier, par exemple? C'est-à-dire que... Alors, le problème, c'est que les autres pays, surtout les pays développés, respectent ce genre de métier. Ah bien, absolument. Donc, mettre l'accent sur la formation de ces gens. Et je pense à un moment donné dans la Côte d'Ivoire, il y avait un accent qui était mis sur la formation technique. Ce qui est moins évident aujourd'hui, je pense. Je ne vois pas. Je pense qu'il faut repenser ça et revoir ça. Un pays qui se développe a besoin de ce type de métier. Il faudrait que nos systèmes de formation soient adéquats au niveau de développement. Aujourd'hui, on ne va pas aller former des professeurs en philosophie pendant qu'on a besoin d'ingénieurs, pendant qu'on a besoin de menuisiers qualifiés, d'électriciens qualifiés, de maçons qualifiés et tout ça. Mais si on ne donne pas la valeur à ces métiers, personne ne voudra les faire. Ça. Les gens, ça devient la débrouillardise. Non, il faut identifier, faire une cartographie des métiers, valoriser ces métiers par la rémunération, les conditions et comment ces métiers sont perçus par la société, et pour que les jeunes commencent à embrasser ce type de métier, pour que, quand il vient dire aux parents de sa fiancée ou de sa copine, je suis plombier. Je suis chaudronnier. Ouais, chaudronnier. Je suis menuisier, que les gars ne sautent pas au plafond. Quoi. Ouais. Exact, que les gars ne sautent pas au plafond. Quoi? Qu'est-ce que tu veux faire là? Qu'est-ce que c'est? Tu allais chercher un menuisier? Ouais. C'est extrêmement important. Il faut... Tout ça, c'est une question d'éducation. C'est ce que je dis. L'état d'esprit dans lequel on met les citoyens va déterminer le type de société qu'on a. Et ça, c'est la responsabilité des leaders, c'est la responsabilité des parents, c'est la responsabilité des écoles. C'est une responsabilité commune. Mais est-ce qu'ils sont dans cette démarche? Normalement, on a un ministère d'enseignement technique et professionnel. Bon, je sais qu'il y a des écoles, elle en parlait, Vanessa Cuyo, à Mans, qui ont été mises en place pour développer c'est ce que je dis. Il ne faudrait pas que pour tout, on attende l'État. Oui. C'est ce que je dis, c'est la responsabilité de tout le monde. Bien sûr. Nous, à Bloomfield, la notation financière ne s'enseigne pas à l'école. Bien sûr. On prend des gens qui ont un certain profil et on les forme. Ça fait 17 ans que nous existons. Nous avons formé des analystes financiers d'agents de notation financière année après année, après année, après année. Nous recrutons de l'université d'Abidjan, nous recrutons de toutes les universités ici et nous formons les gens. Nous formons. Il ne faudrait pas attendre que l'État crée tout pour les gens. Il faut créer son propre environnement. Et c'est comme ça qu'on doit coaliser le secteur privé pour pouvoir mettre en place des programmes de formation et d'accompagnement, d'échange de nos problématiques. Enfin, je veux dire, en fait, c'est aux entreprises, comme tu le dis, c'est aux entreprises privées, c'est au secteur privé de dire ses besoins en termes de profil technique, en termes de profil spécialisé, de dire ses besoins. Et c'est à l'État, ou bien si, en tout cas, ces entreprises ont les moyens d'investir dans des formations spécifiques, de coaliser, comme tu le dis, avec l'État pour que moi, entreprise dans le génie civil, j'ai besoin de 10 chaudronniers ou de 10 tuyauteurs ou de 50 tuyauteurs et vous me fournissez ces profils pour qu'ils puissent intégrer directement après la formation. C'est ce que je disais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faudrait qu'il y ait un partenaire, l'État et le secteur privé pour créer justement ces synergies. Et de dire, écoutez, il faut qu'on mette en place tel type d'institut de formation. Et l'État qui dira, je crée le cadre juridique et réglementaire, mais vous financez. Exactement. Voilà. Donc c'est ça le partenariat. Nous, on crée tout ce qu'il faut. S'il faut vous donner des terrains et tout ça, on le fait. Mais vous, construisez. Oui. Vous mettez en place un fonds de financement de la formation, un fonds de financement. Il y a les FDFP, il y a les fonds que l'État met en place pour recueillir des fonds, pour pouvoir faire ce genre de choses. Mais il faut que
ce partenariat soit renforcé. Okay. Il est extrêmement important qu'il y ait un vrai débat public-privé sur toutes ces problématiques, parce que l'État doit créer le cadre et ça peut être financé par le secteur privé. Je ne crois pas que le secteur privé aurait un problème à financer ça. Mais il faut qu'il y ait un vrai débat. C'est ce que je dis. À la fin de la journée, il faut qu'il y ait un vrai débat, un vrai consensus. Et ça part par changer le type de politique, de gestion politique qu'on fait dans nos pays et que les politiciens réalisent plutôt que leur rôle, c'est plutôt de créer un environnement qui permette aux citoyens de s'épanouir. Et donc, les querelles politiques, tout ça, finalement, je ne sais pas si ça donne le temps à ces politiciens de regarder de façon structurelle et de façon concrète les vraies problématiques avec le secteur. Il faut aussi que, quand on est dans un pays africain, j'ai regardé différents pays africains, vous avez des partis au pouvoir, vous avez des partis d'opposition, ils peuvent s'entendre aussi sur certaines choses. C'est extrêmement important, ça. C'est-à-dire que c'est pourquoi je mets toujours la logique de la nation. Ouais. C'est qu'à un moment donné, oui, on a différentes approches, mais comment on travaille ensemble dans une logique partisane, comment on appelle ça, de bipartisane, pour pouvoir régler des problématiques. C'est pourquoi c'est extrêmement important dans nos pays africains qu'il n'y ait pas un parti qui prenne 100% du pouvoir. 100% du pouvoir, c'est difficile d'impliquer les autres. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 70% du pouvoir et puis les autres ont 30% et puis vous travaillez ensemble. Cette logique de bipartisan, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, c'est ce qui crée la stabilité politique. Ce qui menace une stabilité politique, c'est justement les frustrations et c'est ça. Et donc, il y a un vrai travail à faire en profondeur dans chacun de ces partis et qui commence à se parler au lieu de se regarder en chaîne de faïence. Se parler, discuter. Il y a certaines choses sur lesquelles ils ont des approches différentes, mais c'est ce qui est normal d'ailleurs. Bien sûr. Maintenant, il y a forcément des choses sur lesquelles ils se rejoignent, mais qui développent ces points sur lesquels ils s'entendent pour pouvoir travailler ensemble. Si les points sur lesquels ils ne s'entendent pas, ils vont continuer à débattre dessus pour voir s'il y a possibilité de s'entendre ou pas. Mais il y a certainement des points sur lesquels ils s'entendent, des points qui sont généralement pas partisans, mais l'éducation, c'est réel. La formation, c'est réel. Il n'y a pas besoin d'approche partisane là-dessus. Il y a besoin d'approche concrète, de réflexion. Donc, des comités mixtes, des députés de différents partis qui discutent sur des problématiques particulières pour essayer de les résoudre. C'est compliqué quand il y a beaucoup d'ego. Hein? Mais c'est pourquoi je parlais d'humilité. Je parlais d'humilité parce que pour moi, c'est extrêmement important. Si on n'est pas dans cette logique d'humilité, on aura du mal, vraiment du mal. Ouais. Alors Stan, c'est vrai qu'on parle de Bloomfield, on te connaît pour diriger cette entreprise, pour parler d'indicateurs économiques, de notation financière et tout. Mais qui est Stan Zézé? Stanislas Zézé. Est-ce qu'il y a un autre prénom qui manque dans le Stanislas Zézé? Tebili. Tebili. Ouais. Doba aussi, il y a même Tebili. C'est mon cousin Germain. C'est ton cousin Germain. Ouais. Quelle grande famille. Alors, je crois que c'est important de comprendre que je suis un homme de famille. Parce que pour moi, ma priorité absolue, c'est ma famille. Ça peut ne pas peut-être paraître comme ça, mais ma priorité absolue, c'est ma famille. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, quand quelqu'un me demande « Est-ce que vous avez le temps de voir votre famille avec tout le travail que vous faites ?» Je dis « Mais la question que vous devez vous poser, c'est pour qui je fais tout ça ?» Ouais. Je ne peux pas faire ça pour ma famille et puis la sacrifier, ça n'a pas de sens. Je n'ai pas envie de me retrouver hyper riche avec des enfants qui ne me reconnaissent pas ou des enfants avec qui j'ai aucun lien parce que j'ai passé mon temps à aller me battre à gauche, à droite. Non. Je structure aujourd'hui mon temps en fonction de ma famille. Et samedi, de vendredi soir à lundi matin, je n'ouvre pas mon ordinateur. Ah bon? Pas du tout. Tu arrives à ne pas ouvrir ton ordinateur? Absolument. Ah ben ouais. Parce que j'ai emmené ma société à un niveau où justement, je n'ai pas besoin d'ouvrir mon ordinateur le week-end. Et je crois que c'est extrêmement important. Voilà.
Je suis quelqu'un d'assez rigoureux, en général. J'aime quand les choses sont bien faites. Et je suis quelqu'un d'honnête intellectuellement. Tu ne me feras pas dire ce que je ne pense pas. Et je crois que ce que j'ai compris dans notre culture, il est extrêmement important de mettre l'accent sur la forme et sur le fond. Mais je ne vais jamais rester sur la forme. Je vais toujours aller dans le fond. L'objectif de mes débats, de mes approches, de mes interventions, ce n'est pas de frustrer qui que ce soit. Non, c'est d'emmener les gens à prendre conscience et à régler des problématiques qui sont de vraies problématiques africaines qu'on doit résoudre. Extrêmement important. Je suis quelqu'un de très sympathique. Hein. Suis ses airs, je confirme. Suis ses airs d'arrogant et tout ça. Je ne suis pas quelqu'un d'arrogant. Je suis quelqu'un plutôt de humble, qui apprécie énormément la considération que les gens ont pour lui. Je vais m'arrêter, que ce soit dans les rues d'Abidjan, de Douala, de Paris, de New York. Qu'un jeune va m'arrêter pour me dire « vous êtes mon modèle », si il veut parler avec moi 1 heure de temps, je resterai 1 heure de temps, parler avec lui. Parce que j'estime que quand quelqu'un m'accorde de la considération, pour moi, c'est extrêmement réjouissant, parce qu'en réalité, ça me montre que ce que je fais a un impact. Parce que pour moi, le plus important, c'est d'avoir un impact. Personne ne va se rappeler de combien d'immeubles vous avez, de combien de voitures vous avez, mais on va se rappeler de l'impact que vous avez eu sur la vie des autres. Cette logique humaniste et solidaire, elle m'anime définitivement dans mon caractère. Je suis quelqu'un de très, on va dire, discret. Même si ça... Je suis quelqu'un de discret, quelqu'un de très secret. C'est un peu ma personnalité. En fait, tu montres ce que tu as envie que les autres voient. Non, c'est pas ça. C'est que professionnellement, je montre ce que... Enfin, je fais mon travail. Oui, personnellement, tu montres, oui. Personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui donne volontairement des informations sur lui. Par contre, tu me demandes, je te dis. Mais je ne donne pas d'informations volontairement sur moi. C'est-à-dire que je ne suis pas celui qui va être là en train de donner des informations sur ce qu'il fait. Mais tu me poses la question, je te réponds. Voilà. Et j'aime bien voir autour de moi les gens réussir. Les gens heureux. Voilà. J'aime bien voir les gens heureux, les gens réussir. C'est pourquoi je passe autant de temps avec les jeunes à vouloir les tirer vers le haut. Évidemment, j'aurais voulu faire plus, mais il n'y a que 24 heures dans la journée. Et tu ne peux pas tout faire. Et je ne peux pas tout faire. J'ai beaucoup d'autres choses aussi à faire. Mais je trouve toujours le temps. Qu'on va m'inviter à des discussions, à des conférences. Je suis partout. Il y a des gens qui se plaignent, mais on te voit partout. On te voit partout. Qu'est-ce que tu veux te montrer? Je dis non, ce n'est pas une question de se montrer. Ça ne m'intéresse pas spécialement. C'est que quand on me dit qu'on a besoin de moi quelque part et je pense que je peux apporter une valeur ajoutée, j'y vais volontairement. En fait, tu veux impacter cette jeunesse. Tu crois en cette jeunesse africaine? Non seulement je crois en cette jeunesse, je suis profondément panafricain. Oui. Et je pense que l'avenir de l'Afrique repose dans les jeunes. Oui. Par contre, il faut les responsabiliser. Il faut responsabiliser ces jeunes, il faut les guider, il faut les orienter. Il faut que chaque adulte considère ça comme son sacerdoce. Parce que comme je dis toujours à mes enfants, nous sommes libres aujourd'hui parce qu'il y en a qui se sont battus, qui sont même morts pour arrêter la colonisation. Et ceux avant, il y en a qui se sont battus, qui sont morts contre l'esclavage. Pour que l'esclavage arrête. Donc nous, on a aussi notre part de sacrifice à faire pour les générations à venir. Donc ce que je fais, mon engagement pour la jeunesse, c'est pour moi cette responsabilité morale que j'estime avoir et de laquelle je pense que je ne peux pas me déroger. Oui. Tu veux ouvrir les yeux de cette jeunesse africaine qui n'arrive pas souvent à savoir comment faire, où aller, avec le trop plein d'informations. Mais surtout que je vois un peu que nos sociétés sont un peu perverties par beaucoup de distractions. En réalité, beaucoup de distractions pour les jeunes. Et je me dis, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas de repères ou ils n'ont pas suffisamment de repères. Parce qu'ils sont en grande majorité, ils n'ont pas suffisamment de repères. Et aujourd'hui, on a tellement de chance en Afrique d'avoir Internet, pouvoir être à Abidjan et parler à des gens de Dabakala, de Gagnois, d'Aboisseau, tout ça. Je trouve ça extraordinaire. Et donc, moi, je veux vraiment capitaliser là-dessus. Où je dis aux jeunes, par exemple,
au lieu d'être en train de faire sur un buzz sur Internet, il y a un buzz, un clash, et vous êtes 50 000 connectés. Quand quelqu'un parle d'éducation, vous êtes 100 connectés. Alors, pourquoi voulez-vous que les leaders politiques se préoccupent de vos problématiques si vous n'en parlez pas? Si vous êtes 50 000, 100 000 à suivre, à initier et à suivre un débat sur l'éducation, ils auront une autre approche. Ils auront cette pression-là. Si vous êtes 100 000 à être en train de débattre sur la précarité de l'emploi, mais de façon constructive, sans sans être en train d'accuser, sans être en train de diffamer, de juger, de diffamer, mais en train de parler des problématiques de façon constructive et de suggérer des solutions même aux États. Ouais. Bien sûr qu'ils vont vous suivre, bien sûr qu'ils vont regarder ça de très près, bien sûr qu'ils seront préoccupés par ça. Mais si vous êtes sur les réseaux en train de parler de Whoopi, personne ne va vous regarder en train de... C'est quel problème? C'est pas... Ils vont pas... Et comment même vous en parler? Exactement. Ça peut être un problème sociologique, ça peut être un problème de société, mais la façon de le présenter, vos débats, où vous allez insulter les gens, où vous allez... Inciter à la violence. Inciter à la violence. Oui, ça pose problème, parce que personne ne va vous suivre avec ça. Mais si vous parlez de ce phénomène comme un phénomène qui est un phénomène de société qui vient pervertir votre société à cause de comment c'est fait, oui, les gens vont écouter et les gens vont peut-être certainement le prendre au sérieux et dire comment on adresse. Est-ce que c'est une problématique sociale, réelle? Quel impact ça? Comment on gère ça? Comment on gère les gens qui rentrent dans ça? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est illégal? Est-ce que ça enfreint les mœurs et tout ça? Et donc, on parle de vrais débats là. Exactement. Et donc, moi, c'est vraiment mon combat, ça. Et je suis quelqu'un de très simple, hein. Vraiment très simple. Je ne me prends pas la tête. Prends pas la tête. Je ne pense pas que je suis plus important que qui que ce soit. J'ai confiance en moi. Je suis quelqu'un qui a extrêmement confiance en lui. Et je crois que c'est ce qui me réussit même le mieux parce que tout ce que je décide de faire, je vais jusqu'au bout. Okay? Moi, je n'abandonne jamais. Parce que comme je dis toujours, l'échec, c'est l'abandon. Ouais. L'échec, ce n'est pas la difficulté. Parce qu'on a l'impression que parce qu'on a tenté quelque chose, on n'a pas réussi la première fois, on appelle ça un échec. Non, ce n'est pas un échec. C'est une difficulté parce que l'objectif n'est pas encore atteint. Ouais. Et vous n'avez pas abandonné, atteindre l'objectif. C'est une tentative. Voilà, c'est une tentative qui n'a pas marché. Mais l'objectif est toujours là. Et donc, vous allez tenter jusqu'à ce que vous atteigniez l'objectif. Une fois que vous atteignez l'objectif, on ne parle plus de ce que vous n'avez pas, enfin, des tentatives que vous n'avez pas réussi. C'est ça. Parce que l'objectif, c'était ça. C'est comme passer le bac, c'est un objectif. Ce n'est pas parce que vous avez eu à la 11e fois que vous avez échoué 10 fois, non. Vous n'avez pas échoué du tout. Vous avez eu le bac. C'est ça l'objectif. Ouais. Donc, les 10 fois, c'est des tentatives qui n'ont pas été fructueuses, mais l'objectif, il est atteint. Ouais. Voilà. D'où te vient cette... Tu as parlé de rigueur, tu as parlé de simplicité, tu es un homme de conviction. Quand tu vises un objectif, tu l'atteins et tu n'es pas influençable. Tu sais où tu vas. Ouais. Est-ce que, dès le plus jeune âge, tu avais déjà ces traits de caractère en toi? Tu étais un petit garçon déjà très déterminé, qui savait où il allait, qui était rigoureux, ce genre de choses. D'où ça te vient tout ça? Je suis un enfant de militaire. Un enfant de militaire. Ouais. D'officier supérieur de l'armée. Donc, évidemment, vécu dans la rigueur, vécu avec un père assez structuré, vraiment très structuré d'ailleurs. Paradoxalement, quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, mais qui était très structuré et qui était très rigoureux et qui mettait l'accent sur... pour mon père, le plus important pour un être humain, c'est sa dignité. La deuxième chose, c'est qu'il faut toujours compter sur soi-même. Ce que ça veut dire en réalité, ça veut dire que ta capacité à naviguer dans la société va être basée sur ta capacité à puiser en toi les ressources nécessaires. Tout ce qui viendra de l'extérieur, c'est du bonus. Donc, puisque tu focalises sur le fait que tu es seul dans le monde, tu développes
des qualités, tu développes des skills, tu développes un mindset, une armure pour te protéger dans une jungle où tu es seul. Donc, mon père a inculqué ça. Il disait à chacun, vous êtes seul. Tu es seul dans la vie. Tu ne peux compter que sur toi-même. Ça veut dire que même si tes parents, c'est un bonus parce qu'il y a des parents qui décident de ne pas s'occuper de leurs enfants. Oui. Donc, s'il y a cette possibilité-là, ça veut réellement dire que tu es seul. Oui. Avoir des parents ne veut pas dire qu'ils vont forcément s'occuper de toi. Bien sûr. Donc, ça veut dire que tu es seul. Donc, depuis que tu es petit, tu développes ça. Et mon père est mort quand j'avais 18 ans. Okay. Donc, à 18 ans, tu t'es dit, mais bon, je fais comment là? Mais en même temps, c'est là que j'ai réalisé que l'éducation... Tu étais déjà prêt. Exactement. Et c'est là que tout a commencé à ressortir en réalité. Et c'est pourquoi quand on me dit, tu ne peux pas réussir, ça m'amuse. Il y a 17 ans, j'ai dit, je crée Bloomfield, mais le monde entier était convaincu que je n'allais jamais réussir ce pari-là. Personne, tout le monde me disait, oh, mais c'est tombé, il est fou, qu'est-ce qu'il raconte, lui, tout ça. Alors, la seule personne en réalité qui croyait en ce projet, mais ce n'est pas surtout qu'elle croyait en ce projet, c'est surtout qu'elle croyait en moi, mon épouse, qui dit, c'est marrant parce que personne ne te dit que tu ne peux pas être à la Banque mondiale ou à Shell et tout ça, mais on dit que tu ne peux pas créer une agence de notation financière, donc c'est ton challenge à relever. Tu ne peux pas faire comme eux. Voilà. C'est ton challenge à relever. Ouais. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, mais attends Stan, tu nous prends pour des imbéciles ou quoi? Tu crois que nous, on n'a pas pensé à ça? C'est juste que ce n'est juste pas possible ici, c'est pourquoi on ne l'a pas fait. Je dis non, ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas réussi à le faire et que tu as abandonné que personne ne pourra le faire. Moi, j'irai jusqu'au bout. Et moi, je ne suis pas toi. Mais alors, je t'ai confronté à 3 problématiques extraordinaires. Et des fois, je me dis, je peux comprendre pourquoi ils pensent que ça ne va pas réussir. Mais sauf qu'ils s'arrêtent à là. Ils se disent, il n'y a pas de client. Il n'y a pas de narrative. C'est pourquoi il n'y a pas de client, parce que bon, il n'y a pas de cadre juridique. Donc, il n'y a pas ces 3-là qui sont essentiels pour qu'un business puisse prospérer. Donc, comment tu fais? Alors, mais eux se sont arrêtés sur j'attends que le cadre juridique se mette en place. J'attends que les clients potentiels se mettent en place. J'attends que la narrative se mette en place. Mais moi, mon approche, qui est une approche plutôt pragmatique, c'est comment je mets en place ces 3-là pour que mon entreprise prospère. Et je suis allé plutôt pour cette option parce que c'est ce qui me caractérise, quoi. C'est vraiment ce qui me caractérise. Et je crois que c'est un trait de caractère qui est extrêmement important, que j'essaie d'inculquer aux jeunes. Vous lui dites, mais rien n'est impossible quand toi, tu as décidé que c'est possible. Oui. Et tu sais, je prends quand j'allais souvent, moins souvent maintenant à l'église. Avant, j'allais souvent. Tu es moins pratiquant? Moins pratiquant, on va dire. Plus spirituel. Comme moi. Moins pratiquant. Je suis très spirituel. Et alors, je me suis dit, je pense toujours à ça. Enfin, quand je me retrouvais dans des situations assez difficiles de parcours, je me disais, mais Dieu a dit que nous sommes, il nous a créés à son image. Et si nous sommes croyants et convaincus que tout ce qui se crée, ce monde extraordinaire qui a été créé par Dieu, mais si nous sommes ses semblables, c'est qu'on peut faire pareil, quoi. Ben oui. Et ça rebooste et ça permet de ne pas se mettre des limites. Tu sais, il y a une expression anglaise américaine qui dit « sky's the limit ». Ouais. Moi, je dis « sky's the limit ». C'est le commencement même, le ciel, là. Vous dites c'est la fin, moi, je dis c'est le commencement. C'est pas là que tout débute. Absolument. Est-ce que tu penses que avec cette enfance, avec un père rigoureux, un père officier supérieur qui vous a inculqué des valeurs de respect, de droiture, est-ce que tu penses que quand même tu as eu une enfance, l'enfance qu'un enfant devrait avoir, s'amuser, déconner, faire des bêtises et tout ça, avec ses frères, avec ses sœurs? Est-ce que tu penses que tu as eu cette enfance? J'ai une enfance très heureuse, hein. Pas frustrée du tout. Mon père était très heureux, mais il avait sa façon de montrer son amour. Est-ce qu'il rigolait un peu? Bien sûr qu'il rigolait. Ok. Non, il rigolait. C'est pareil que des fois, quand les gens disent à mes filles, mais votre père, il est trop sérieux. Elle les rigole eux-mêmes, parce qu'elles savent que bon. C'est pas le même personnage qu'elles ont. C'est pas le même personnage que dans la maison. Et non, je suis
Non, j'ai eu une enfance très heureuse. Hein, pas de, vraiment, j'ai eu tout ce que je voulais. Tu n'as pas été ostracisé et tout ça? Non, pas du tout. Je manquais de rien. J'ai eu des amis, plein d'amis. On rigolait, on s'amusait, on faisait plein de choses. Mais par contre, j'ai toujours été quelqu'un qui faisait attention à ce qu'il faisait. Parce que c'était une chose aussi que mon père me disait, tout ce que tu fais peut te rattraper un jour. Donc, comment tu te comportes aujourd'hui peut te rattraper. Donc, il y a des choses dans lesquelles je ne rentrais pas. Okay. Les magouilles, les tricheries et tout ça, je ne rentrais pas Suivre dedans. des amis dans des le plans. tricherie et tout ça, je ne rentrais pas dedans. Ouais. C'était que rien qui pourrait compromettre ma réputation. Mais rien tu tenais déjà ta réputation quand tu étais plus jeune. Mais absolument, parce que mon père me disait, il dit la dignité d'un homme. La dignité, c'est ça, la réputation, comment on te perçoit et tout ça. Il dit, tu ne le fais pas pour les autres, tu le fais par rapport à toi-même. Donc, je m'amusais, je faisais tout ça, mais j'avais quand même une certaine conscience de ce que je voulais, devenir et comment je voulais être perçu. Alors, quand j'étais en France, quand mon père est décédé et que j'étais en France, mon grand frère me disait, il faut que tu te rappelles que notre père n'est plus là. Je vois les amis que tu as, vous êtes toujours dans la high society et tout ça. Mais il faut comprendre que toi, ton père, il n'est plus là. Il faut comprendre qu'entre les frères, il n'y a pas d'obligation légale. Vous étiez combien de frères? Vous êtes combien de frères? On était 10, on a perdu un frère. Ok, d'accord. Il dit qu'il n'y a pas d'obligation légale. Il y a une obligation morale. Ce que ça veut dire, si tu rates ta vie, c'est ton problème. C'est ton choix. Alors, ce que mon grand frère ne savait pas sur moi, comme j'ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui donne des informations volontairement sur moi. Mon grand frère me voyait les samedis matins me saper comme un bon bêté. Comme un bon bêté. Frais. Sorti de la maison tout frais. Le matin à 8h et puis revenir à 20h. Donc pour lui, j'allais rejoindre mes amis pour aller faire la fête. Alors que ton type se réveillait à 8h sapé pour aller à la bibliothèque. Pour aller à Beaubourg. Tu te sapais? Mais comment? Frais. Pour aller à la bibliothèque. Donc je suis assis à la bibliothèque de 8h30, parce que j'arrivais, ça prenait 30 minutes pour arriver à Beaubourg. On était dans les années 80. Je vais à Beaubourg, je bosse jusqu'à 16h, et c'est là que je vais rejoindre mes amis. D'ailleurs, mes amis me disaient, mais attends, toi, tu aimes trop l'école. C'est toi celui qui va à l'école ici? Je dis non. C'est toi qui est intelligent. Voilà. Eux, ils dormaient. Moi, j'allais à la bibliothèque. Et à 16h, quand j'arrivais chez eux, c'est maintenant qu'ils se réveillaient. Wow. Parce qu'ils avaient gazé la veille. Alors, la capacité que j'avais, c'est que je pouvais rentrer de boîte à 5h du matin et à 8h aller à la bibliothèque. Stan! Ouais, j'avais ce niveau de discipline. Tu vois, non? J'avais ce niveau de discipline, là. C'est de high discipline. Des fois, je me rappelle, j'avais des cours de maths samedi matin à 8h. Des fois, je sortais de boîte et j'allais au cours de maths. Et je ne dormais pas. En fait, c'est vous, les élèves, vous savez que vous pouvez vous amuser sans problème. Ouais. Et puis, quand il y a des exercices, les devoirs et tous les examens, vous frappez ça. Alors, mais ceux qui vous suivent, de la même logique. Mais le problème, c'est que je ne cachais pas que j'allais à la bibliothèque. Je le disais. Dimanche, j'étais à la bibliothèque. Quand ils me demandaient où j'étais, où je vais, je dis je vais à la bibliothèque. Ou d'où je viens de la bibliothèque. Il savait. Mais sauf que mon frère ne me le demandait pas. Lui, il était frustré. Il avait juste l'impression que je passais mon temps à faire la fête et tout ça. Et il ne m'a jamais demandé. Il m'a jamais demandé. D'ailleurs, chaque fois que j'ai un diplôme, il me demande de lui envoyer la copie pour qu'il voit. Pour être sûr que tu ne racontes pas les cracks. Ah ouais, mais ce niveau de discipline, là, c'est ouf. Ah non, si. Je suis quelqu'un d'extrêmement discipliné. Extrêmement discipliné. Et je crois que je tiens ça aussi de justement cette rigueur d'éducation militaire. Mais que moi-même, j'ai fait l'armée aussi. Hein. Tu as fait l'armée. Ouais. Tu as fait le MPT aussi? Non, mon père voulait que je fasse le MPT parce que lui, il a fait le MPT. Ça ne m'a jamais vraiment intéressé. Mais moi, je fais plutôt l'armée. Je fais juste 1 an. Mais bon. Ceux qui disent, qui veulent en savoir plus, c'est ça. Donc, Ali, là, moi, je sais trop. Stan! Ah ouais, c'est ça. Libère juste un peu! Mais tu as fait le cursus normal, le circuit éducatif ivoirien normal, et puis ensuite, tu as fait 1 an dans l'armée. Non, je n'ai pas fait. Non, je suis allé en France faire mon... Oui, après le bac? Non, pas avant, je suis allé avant. Ah, tu es allé avant? Non, je suis allé avant, je suis allé au collège.
ton collège là-bas? Ouais, je n'ai pas fait. Je fais aller Ok. au collège et j'ai fait le collège, le lycée. Et j'ai fait l'université. Après, je suis allé aux États-Unis. Et c'est aux États-Unis j'ai fait 1 an dans l'armée. Ok. Voilà. Et donc, en fait, faire 1 an dans l'armée, c'était aussi un peu un hommage à mon père. C'était un choix Voilà. pour lui faire Non, plaisir. c'était un choix. Ce n'était pas une obligation. C'était un choix pour rendre hommage à mon père et puis lui montrer que j'étais aussi un dur. Parce que mon père disait, je me rappelle des fois, il appelait les gens qui n'étaient pas à l'armée les civils. Mhm. Voilà. Donc, tu étais un civil pour Il lui. dit ça, c'est une attitude de civil. Pour lui, les civils ne sont pas disciplinés. Ils passent le temps. Ils sont émotifs. Ils sont émotifs. Et rien ne les satisfait. Enfin, ils sont. En fait, il avait un peu de mépris pour les civils. Ouais. Il parlait pas beaucoup, Si. mais il les regardait et il dit bah, tu vois, ces civils-là, c'est toujours la même chose. Ils sont pas Toujours en train de endurants. se plaindre. Ils ne sont pas courageux. Ils abandonnent tout. Et voilà. Et donc, je me disais, mais bon, dans mon parcours, il faut que je montre à mon père qui est au-delà Mm. que je ne suis pas un civil. Que tu auras au moins cette base dans l'armée. Absolument. Et ça m'a aidé énormément parce que c'était une expérience extraordinaire. Extraordinaire. Et j'ai compris pourquoi les militaires, les vrais militaires, hein, parce que bon, tu as des gens qui rentrent qui étaient des gens disciplinés. Le type d'exercice qu'on fait, c'est juste extraordinaire. Quand tu sors, tu peux. C'est que je me rappelle quand je suis sorti de l'armée et que je repartais à Washington et que à l'aéroport, j'entendais des gens se plaindre que le coca n'était pas glacé. Des futilités. Voilà. Coca n'est pas glacé. Tu as versé ton yaourt sur moi. Mais ça m'a vraiment aidé. Enfin, vraiment, cette discipline hein, qui fait que. Et cette envie d'aller jusqu'au bout. Hein, c'est la combinaison de l'éducation, de ma discipline personnelle, même que j'ai développée aussi. Hein, que j'ai développée et l'envie de dire que j'apporte quelque chose à l'humanité. Je ne veux pas être de passage. Quoi. Oui. Donc, c'est pourquoi il y a des choses futiles que tu ne me verras pas faire. Des fois, on me dit, ah oui, mais bon, on te voit avec les verres avec un ballon de vin, Ah, un les cigare, cigares. etc. J'ai dit, oui, mais vous ne comprenez pas. En réalité, quand vous voyez une photo comme ça que j'ai postée, à côté, vous voyez une photo où je suis en train de donner des cours à HEC Paris. Oui. Donc, vous créez la connexion avec les jeunes parce qu'ils aiment ça, ils aiment la vie et tout ça. Vous créez la connexion avec les jeunes. Avec ceux à qui vous voulez parler, vous créez une connexion avec eux et ensuite, vous leur dites ce que vous voulez leur dire. Ouais. Si vous ne créez pas de connexion, ils s'en foutent de ce que vous allez dire, ça ne les intéresse pas. Quand je crée la connexion avec les jeunes et qu'après, ils voient ce que je fais comme travail, ils lisent les deux. Oui. Il s'est dit, ah, d'accord, donc pour aller danser sur un bateau en Croatie, il faut bosser. Exactement. Et c'est le message que je veux passer aux gens. Work hard, play hard. Work hard, Play harder. play harder. Yeah. Voilà, tu vois. En fait, c'est une forme d'appât. Mais absolument. Mais ce qui est très bien, parce que il faut que tu arrives à leur démontrer qu'il y a un lien de cause à effet. Bien sûr. Tu bosses dur, tu as ce qu'il faut et tu t'amuses ensuite. L'amusement est une récompense du travail bien fait. La méritocratie. Absolument. Et c'est ce qu'on devrait instaurer dans nos sociétés africaines, la méritocratie. Ouais. Malheureusement, dans beaucoup de sociétés, dans beaucoup de pays africains, je vois une tendance à développer la médiocrité. Est-ce que le petit Stan, qui avait 12 ans, 13 ans, est-ce que tu penses que ce petit Stan, s'il voyait aujourd'hui le Stan Zézé de Bloomfield Investment Corporation, qui parle aux États, qui parle aux dirigeants, aux institutions et qui note, qu'est-ce que tu penses que ce petit garçon de 13 ans, ce petit Stan-là, dirait à ce Stanislas Zézé aujourd'hui? Alors, il allait sourire parce que c'est comme ça qu'il anticipait sa vie. J'ai mon meilleur ami qui s'appelle Serge Esso, Camerounais, avec qui on a grandi ici quand on était tout petit, puis après on allait ensemble en France, ensemble aux États-Unis. Alors, à un moment donné, je pense quand on avait, je ne sais plus quel âge, on devait avoir 14 ans, 15 ans, moi j'habitais en zone 3 et Serge habitait à la Race. OK.
Alors, c'était à peu près, on va dire, 1 kilomètre qui nous séparait. Et donc, Serge, quand Serge venait me voir, je raccompagnais Serge. Mais le problème, c'est que j'arrivais chez Serge, on revenait chez moi, j'arrivais. Donc, on n'arrêtait pas de s'accompagner. Voilà, si. Et on était en train de refaire le monde. Oui, je connais ça. Le monde, on disait ce qu'on voulait devenir dans la vie. On voulait être avocat international. Ça, c'était notre rêve quand on était jeune. Okay. L'objectif, c'était vraiment d'impacter positivement nos pays et les citoyens de notre pays, le bien-être de notre pays. Regardez les gens, on dit on ne veut plus voir ça, on ne veut pas ça. On pense que les gens devraient avoir plus ça. Donc, on était vraiment dans cette logique. Déjà à 14 ans, 15 ans. Ouais. Ah ouais. On était vraiment dans cette logique. Et à un moment donné, on a dit, bon, il faut qu'on trouve quelque chose qui fait qu'on ne va pas passer notre temps à s'accompagner. Donc, tu vois, à la gare de Bassam, où il y a c'est un grand immeuble là, au carrefour. Là. Si. Avant, il n'y avait pas cet immeuble, il y avait un rocher. OK. Et donc, le rocher, on appelait le rocher la frontière. D'accord. La frontière, parce que moi, j'habitais juste derrière l'Institut d'hygiène, là, dans le quartier. Là, INHB. Voilà, on appelait ça le Petit Blanc. OK, d'accord. Parce qu'il y a beaucoup d'expatriés, donc on appelait le quartier le Petit Blanc. Donc, c'est là-bas que j'habitais, j'étais à la race. Donc là, le poteau était au milieu. Donc, on appelait la frontière. Donc, on s'arrête à la frontière. Et puis, c'est à la frontière qu'on faisait les grands plans, ce qu'on allait faire, quel genre d'études, où on allait travailler, qu'est-ce qu'on allait faire après, revenir au pays, tout ça, on a des... Donc, le petit Stanislas Zézé regarderait le grand Stanislas et puis sourirait et puis dira « Yes, you made it. You did it. You did it. » Ah ouais. Déjà si jeune, parce que quand je regarde des adolescents, je ne suis pas sûre qu'ils aient une vision claire de ce qu'ils veulent devenir dans 10, 20, 30 ans. On pourra dire que peut-être forcément le fait d'avoir un père rigoureux a beaucoup aidé aussi, l'entourage aussi a beaucoup aidé. Mais quel conseil tu pourrais donner aux jeunes qui regardent en ce moment cet épisode, le dernier épisode de la saison en plus, qui regardent cet épisode et qui sont un peu perdus face au monde qu'ils ont actuellement. Un monde où tout va super vite, où l'intelligence artificielle menace les emplois pour lesquels ils sont en train d'étudier et peut-être pour lesquels certainement disparaître. Un monde dans lequel plusieurs conflits actuellement sont en cours et pour lesquels on n'a aucune visibilité. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces jeunes qui sont dans l'incertitude et qui sont en Afrique et qui peut-être ont envie de partir? Alors, ce que je dis aux jeunes déjà qui sont ici, qui veulent partir, qu'ils ont besoin d'aller nulle part parce que tout le monde vient ici. Donc, ça, c'est le paradoxe. Tout le monde veut venir en Afrique. Exactement. Donc, ils ont besoin d'aller nulle part. C'est ça, première. La deuxième chose, ils ne se rendent pas compte, mais dans cette mutation géopolitique qui est en train de s'opérer dans le monde aujourd'hui, l'Afrique est le centre. Et donc, ce sur quoi les jeunes devraient se concentrer aujourd'hui, c'est d'être les acteurs principaux de cette mutation géopolitique, pas d'être des spectateurs. Ça veut dire que ça se prépare, et ça se prépare sur place. Il faut que ces jeunes comprennent qu'ils ont une responsabilité. Parce qu'en fait, c'est trop facile de trouver des boucs émissaires. Ils ont une responsabilité, celle de construire l'avenir de ce continent qui passera par la construction de leur propre avenir. Ce ne sont pas les autres qui sont responsables de ce qu'eux ils vont devenir, mais c'est eux qui sont responsables de ce qu'ils vont devenir. Donc cette responsabilité, ils doivent l'embrasser très tôt. Et comme je disais tout à l'heure, à 13 ans, je pensais déjà à ce que je pouvais faire pour les autres. Ouais. Donc, ça, c'est extrêmement important, d'avoir confiance en eux. En tant qu'Africains, ils sont au centre de l'humanité. Avoir confiance en eux. Être fier d'eux. Fier de cette mélanine. Ouais. C'est extrêmement important. Ne pas baisser la tête. Non, pas du tout. Et c'est ce que je dis toujours, moi, à mes deux filles. C'est très, 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 très important. C'est-à-dire que on ne se rend pas compte de la force de l'homme et de la femme africaine. Quand je regarde, des fois, je m'amuse à regarder toutes les inventions qui ont été faites dans ce monde. Et quand je regarde, je repars dans l'histoire, je me rends compte que les Africains, donc les Noirs afro-descendants, ont fait la majorité des découvertes.
évidemment, ils se sont fait voler Bien les sûr. licences après. Tout Ouais. ça. Que ce soit l'avion, que ce soit tout ce que tu veux. Les Noirs sont toujours à la base. On creuse, on trouve un Noir. Donc, la raison pour laquelle je pense qu'on est aussi persécuté dans le monde, c'est parce que les gens ont peur de notre force. Oui. Mais si on réalise cette force et qu'on comprend que ce qui nous fragilise, c'est notre division, et qu'on travaille ensemble, qu'on apprend à déconstruire ce qu'on nous a inculqué d'être divisé et de reconstruire la logique de travailler. Et arrêter de se faire manipuler. Mais absolument. Mais quand on travaille ensemble, on a du mal à se faire manipuler. Et de commencer à apprécier l'autre Africain. Oui. Apprécier la compétence de l'autre Africain. Apprécier, apprendre à féliciter. Arrêter de jalouser. À se réjouir. Parce que tout ça, ça construit notre personnalité. Ne pas voir les autres comme des menaces. Oui. On a le droit de voir les autres comme des compétiteurs et donc on veut faire mieux. C'est ça. Mais voir les autres comme une menace, ce n'est pas ça. Et c'est se concentrer sur soi-même et se dire toutes les solutions de mes problématiques sont en moi d'abord. Oui. Les autres peuvent accompagner, les autres peuvent assister, mais on assiste quelque chose, on accompagne quelque chose qui existe. Donc, créez ce vous-là. Accepte-le. Créez-le, accepte-le. Accepte-vous comme vous êtes. On vous acceptera que si vous-même vous acceptez. Si vous ne vous acceptez pas, personne ne va vous accepter. Il y a des gens que les gens trouvent pas beaux, mais eux se trouvent les plus beaux du monde. Oui. Et à force de se comporter comme le plus beau du monde, on finit par accepter ça et on les considère comme le plus beau du monde. Et ils sont attractifs. Mais absolument, parce qu'ils ont développé quelque chose qui finalement les rend très attractifs parce qu'ils ont persisté et l'allure avec laquelle ils marchent, avec l'allure avec laquelle ils se comportent, l'expression, la confiance exagérée qu'ils ont en eux. Et donc, ça, c'est les conseils que je donnais à nos jeunes. Votre avenir va dépendre de vous et votre avenir, il est ici en Afrique, il est nulle part. Vous allez voir, tous ceux qui sont partis, qui reviennent. Oui, ils repartent. Mais quand ils reviennent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, ils se sont rendus compte que c'est ici que ça se passe. Oui. On ne les a pas chassés. Ils reviennent volontairement. Et donc, vous qui êtes là, qui avez la chance d'être là, oui, d'avoir été là, mais capitaliser là-dessus, c'est bien de parler aux autres, c'est bien de parler aux gens, d'apprendre des autres. Il faut être très curieux, il faut être très, très, très ouvert, mais il faut avoir confiance en soi. C'est peut-être le basique. Parce que quand on a confiance en soi, on n'accuse pas les autres pour ce qui nous arrive. Ouais. On ne trouve pas des boucs émissaires. On se dit, comment je fais pour réussir dans cet environnement? Quelle que soit les difficultés. La difficulté de l'environnement. Si je regarde autour de moi, il y a des gens qui réussissent, c'est qu'il y a la possibilité de réussir. Ouais. Comment moi je fais? Et c'est en ça que c'est très important de parler aux gens, de discuter avec les gens honnêtement, ouvertement. Mais Edith, comment toi tu as fait pour arriver à ce niveau-là? Mais comment écoute, je suis dans ta filiale, mais bon, j'arrive pas à me positionner. Comment toi tu as fait? Edith va te dire comment elle a fait, et puis tu te dis, ah tiens, ok. Et ça te permet d'ajuster toi ta stratégie. Tu ne vas pas être comme Edith, mais ça te permet de regarder là où tu penses que tu as fait des erreurs. Il faut se concentrer sur soi-même. Et la force des réseaux? Alors, les réseaux, comme j'explique toujours aux gens, un réseau n'est profitable que quand tu as quelque chose à offrir. Bien aussi. sûr, tu as une valeur ajoutée. Si tu n'as pas de valeur ajoutée, tu peux connaître tout le monde, mais tu ne pourras pas capitaliser. Pourquoi? Parce que toutes les relations humaines sont des relations d'intérêt. Oui. Les intérêts ne sont pas forcément les mêmes, mais il faut que la personne dans ton réseau se dise qu'il y a quelque chose qui peut tirer de toi, d'une façon ou d'une autre. Peut-être tu es quelqu'un de très sympathique qui fait rigoler. Le jour où il a envie de rigoler, il t'appelle pour prendre un verre et il va bien rigoler. C'est ça son intérêt dans votre relation. Et lui, peut-être, ce qu'il peut t'apporter, c'est t'ouvrir les portes, par exemple. Parce que lui, il a cette capacité-là. Chacun a quelque chose à offrir. Il faut juste savoir démontrer ça aux gens, ce que tu as à leur offrir, pour qu'il y ait une relation, pour que le réseau te serve. Le réseau, il est extrêmement important et extrêmement puissant. Mais dans ce réseau, rentre pas dans un réseau que pour profiter. Bien sûr. Ça ne marchera pas. Ça marchera une fois et puis après, c'est mort. Donc, le réseau ne peut pas être permanent.
Alors qu'un réseau doit être permanent. Et pour que le réseau soit permanent, il faut que tu te développes toi-même au fur et à mesure et que dans ce réseau-là, on sait qu'on peut capitaliser aussi sur te connaître. Voilà. Que ce soit des échanges constructifs où tu apportes, où tu reçois et de part égale. Et en général, c'est comme ça que ça fonctionne. Absolument. Le give to get. Absolument. Donner pour recevoir. Absolument. Bénévolement. Ouais. Parce qu'après, tu ne sais pas les portes que ça peut t'ouvrir. Ouais. Et parlant de réseau, tu as parlé de panafricanisme. Réseau, bon, je mets en griffe. Réseau panafricaniste. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a énormément d'événements dans la sous-région organisés pour connecter donc, les entrepreneurs africains entre eux, pour connecter les dirigeants africains entre eux, les jeunes entre eux auxquels tu participes, tu as participé, tu continues de participer et tout. C'est vrai que le mot panafricanisme a été un peu galvaudé ou il est mal compris certainement et tout, mais il y a des communautés qui sont fortes parce qu'elles fonctionnent en réseau. Et tu parlais de division, qui est un peu le talon d'Achille donc des Africains partout. Quand les Africains sont peut-être à l'extérieur, il y a un peu ce problème de manque d'union entre les Africains qui se perçoit aussi sur le continent. Donc, est-ce que pour que le continent puisse se développer, ces réseaux d'échanges panafricanistes doivent également se développer grâce à ce type d'événements qui sont organisés. Par exemple, je prends l'événement de Djaradiane, les African Youth Awards qui ont été organisés. Est-ce qu'il en faudrait beaucoup plus? Mais absolument. Je crois qu'il y aura toujours des gens pour nous dire que le panafricanisme, c'est un peu du fanatisme et tout ça, mais on s'en fout. Je ne sais pas pourquoi on écoute ce que les autres disent. Oui. Les États-Unis, c'est 50 pays, hein, attention. 50 pays qui se sont mis ensemble pour faire un État fédéral. Donc, à un moment donné, il faut arrêter d'écouter ce que les autres disent. Moins vous écoutez ce qu'ils disent, ils finissent par se lasser et arrêter de le dire. Ce n'est pas parce qu'on a vu un extrémiste au nom du panafricanisme sortir des choses que ça anéantit la logique du panafricanisme. Je suis désolé. Dans toutes les sociétés, il y a des farfelus. Ce n'est pas le porte-parole du voilà, il n'est pas le porte-parole, mais il a le droit de dire ce qu'il pense. Il a le droit d'exprimer ça de sa façon. Mais ce n'est pas pour ça que ça remet en question la logique d'union africaine. Je suis désolé. Moi, en fait, je vais te dire comment je fonctionne. Je suis vraiment quelqu'un qui s'en fout complètement de tout ce qui est dit à l'extérieur sur moi. Ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, même, pour pousser même le vice, des fois, je like les commentaires. Les commentaires, oui, si. Voilà. Tu m'insultes, je like. Bon, il dit, mais Haï, il n'a pas compris bien. Il y a quelqu'un qui a dit, si, il est fou. Il me dit, tu es bête. Non, pour dire qu'en réalité, si tu veux écouter ce que les gens disent, comme les Américains disent, damn if you do, damn if you don't. Yeah. Tu le fais, on te critique. Tu ne le fais pas, on te critique. Donc, autant le faire. L'un dans l'autre. Voilà. Donc, je veux dire, il faut qu'on arrête d'utiliser les autres comme baromètre de notre personnalité et de ce qu'on a envie de faire. Oui. OK? Il faut juste se rassurer qu'on ne heurte pas les autres dans ce qu'on fait. Parce qu'on vit en société, on ne peut pas dire « je m'en fous, je fais ce que je veux ». Non. Il y a quand même des limites à notre liberté. Là où celles des autres commencent, c'est extrêmement important de respecter ça. On ne va pas faire des choses qui vont choquer psychologiquement, moralement les autres et tout ça. Non. Mais on ne va pas être là en train d'écouter les gens te dire « ah non, tu devais faire ça plutôt que ça ». Non, je fais ce que je veux. Tant que ça ne te heurte pas, je ne sais pas pourquoi tu te plains de ce que je fais. Est-ce que ce que je fais, ça a un impact sur ta vie? Non. Si tu es trop fâché, tu te déconnectes de ma page. Si tu es trop fâché quand je passe à la télé, tu éteins la télé. Et puis voilà. Si tu me vois dans un journal, tu fermes le journal. Que ça t'énerve. Voilà. Non, non, c'est sérieux. C'est vraiment... je crois qu'on a vraiment beaucoup de choses à faire et il faut vraiment qu'on se mette au travail. Il faut vraiment, vraiment qu'on se mette au travail. Vraiment. Et qu'on laisse tomber les futilités. Les divisions. Les divisions. Évidemment, on peut avoir des différends. Tout le monde a des différends. Pour moi, le plus important, c'est comment on gère les différends. Oui. Vous voyez, toujours, on entend la guéguerre entre les États-Unis et la Russie. Mais les gars, ils continuent à faire des deals ensemble. Ils bossent, le gaz et tout ça. Ils sont sur des choses ensemble. Ils sont sur des programmes ensemble. Ils sont sur autre chose. Il y a des choses sur lesquelles ils ne s'entendent pas. Il y en a d'autres sur lesquelles ils s'entendent. Je dis ce qu'on vient de voir à la Russie, c'est un jeu de dames. Hein. On n'est pas dupes, hein. On comprend la géopolitique. Tiens, je t'aime moi non plus. Mais bien sûr, je dis, on ne lâche pas
son soutien comme ça. Si les Russes ont lâché la Syrie, c'est qu'ils ont eu quelque chose quelque part. Exactement. On verra, on entendra ça bientôt de toute façon. Donc, il faut qu'on arrête d'être dans les émotions. Je crois que c'est une des choses qui nous caractérise, malheureusement, les Africains, et qui nous plombe, l'émotion. Oui. Il faut qu'on regarde les choses de façon froide, les relations tout de façon froide. Mais c'est l'émotion qui, justement, fait qu'on a ces orgueils politiques, là, malheureusement. Oui. C'est l'émotion. On peut ne pas s'aimer et puis travailler ensemble. Et c'est comme ça que ça devrait être. On peut être partenaire dans un business. Et ne pas être d'accord. On peut commencer, on est amis, et ensuite, on peut ne plus être amis, mais on est toujours partenaire parce qu'on a un intérêt commun. Quand on se voit, on se parle poliment, on gère notre intérêt parce qu'on gagne tous les deux. Maintenant, dehors, on ne mange plus ensemble. C'est ça. Nos familles ne vont plus ensemble en vacances. Mais il faut sortir de l'émotion si on veut faire avancer ce continent. Il faut penser de façon analytique et logique. Absolument. Et froide. 2005 s'ouvre dans quelques jours. 2025, pardon. S'ouvre dans quelques jours, dans quelques semaines. On a beaucoup d'espoir pour cette année. Et normalement, en 2025 aussi, Bloomfield Intelligence. Il y a également les conférences annuelles, les conférences RISC-Pays. 24 avril. 24 avril 2025. 9e édition. 9e édition. Ah oui. Et 6 mois avant les élections, donc les enjeux sont cruciaux. J'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de friction avec un ministre par rapport aux données que tu vas, l'IDH et tout ça. Non, je pense qu'en fait, ce sont des débats contradictoires et c'est ça l'objectif. Hein. C'est-à-dire que nous, on va donner notre opinion, le ministre va donner son opinion et puis bon, les gens, nous, on sort notre rapport, c'est notre opinion. Donc, ils peuvent aussi sortir leur rapport et puis c'est des débats constructifs. J'adore les débats constructifs parce que pour moi, c'est ça. C'est débat constructif, avoir des opinions différentes, ça ne veut pas dire qu'on est fâché. Non, c'est des débats constructifs. Opinion, contre-opinion, argumentation contre argumentation, c'est ça qui fait la richesse justement de la réflexion intellectuelle et qui fait qu'on arrive à des choses. La preuve, chaque année, ils sont là. Ça veut dire qu'ils apprécient les échanges constructifs, les débats. On n'est pas forcément d'accord sur tous les points. Il y a des points sur lesquels on est d'accord, d'autres points sur lesquels on n'est pas d'accord, mais le débat est enrichi. Leur opinion enrichit nos rapports, leurs contradictions enrichissent nos rapports. Et c'est comme ça qu'on construit quelque chose dans un pays. Quoi. À quoi doit-on s'attendre pour... Alors, je pense que la 9e édition sera une édition bilan. 15 ans de pouvoir, économique et politique. Quel est le bilan? Ce sera un bilan, un débat sur le bilan économique, social, politique. On mettra beaucoup l'accent aussi sur la stabilité sociopolitique. Comment garantir une stabilité durable? Comment à la veille d'une élection, on ne soit pas stressé, comme ce sera le cas encore. Forcément. Et donc, c'est pourquoi ces débats sont extrêmement importants. Et 6 mois avant les élections, je pense que ce sera une très bonne plateforme de vraiment percer les abcès et se parler franchement sur des sujets que les Ivoiriens estiment sont des sujets importants. La stabilité sociopolitique, c'est la base même qui a permis à ce pays-là d'avoir ces avancées qu'on peut observer. Mais il faut que ces stabilités politiques ne soient pas menacées chaque fois qu'il y a des élections présidentielles ou des élections législatives. Donc, c'est comment crever l'abcès, comment se parler, comment organiser la vie politique ou comment reformer le modèle politique de sorte que chaque année, on se retrouve dans une situation comme le Ghana où même les voisins savent ça pas passe crème, ça passe presque inaperçu. Voilà, voilà. Je veux dire, c'est vraiment important. Et pour nous, c'est un rendez-vous extrêmement crucial, qui est celui du risque pays 2025. On a beaucoup de pays qui nous ont commandé aujourd'hui les risques pays. On fait déjà en RDC. Prochain RDC, c'est le 20 février. Il y a Madagascar qu'on doit faire. On va faire le Bénin, on va faire le Sénégal, on va faire le Togo. Il y a beaucoup de pays avec qui on va faire les risques pays aujourd'hui. Donc, pour moi, ça devient une plateforme extraordinaire parce que ce soit les investisseurs locaux, ils demandent, les investisseurs régionaux le demandent, les investisseurs internationaux le demandent.
Donc, ça C'est à peu près au même niveau que les rapports de la BAD. Parce que je me rappelle que moi, je communiquais aussi à un moment donné sur les rapports économiques de la BAD sur la Côte d'Ivoire. Mais absolument. Et c'est surtout que c'est des rapports qui sont peut-être moins conciliants, parce que nous ne sommes pas une entité publique. La BAD demeure une entité publique. Nous ne sommes pas une entité publique. Donc, ce sont des rapports extrêmement indépendants. L'opinion qui est donnée dedans ne s'arrange pas pour caresser les gens dans le sens du poil. Non. Donc, les institutions publiques, à un moment donné, ont ce devoir de réserve sur un certain nombre de choses que nous n'avons pas, nous. Nous sommes des analystes, nous sommes des économistes. Nous donnons notre opinion, comme je dis, en respectant les formes. Parce que nous sommes des intellectuels. Forcément, les débats doivent être des débats constructifs. Mais cet outil devient de plus en plus une référence en Afrique. Et les investisseurs étrangers nous le demandent, régionaux nous le demandent, les institutions régionales, locales, internationales. Tout le monde veut avoir le rapport de risque pays, les rapports de notation. C'est pourquoi, justement, nous avons créé Bloomfield Intelligence pour créer des formats d'information qui soient adéquats pour les prises de décisions en fonction des secteurs d'activité, en fonction des... que ce soit politique, que ce soit économique, que ce soit social, que ce soit culturel, ainsi de suite. C'est une fierté pour nous, Ivoiriens, d'avoir une entreprise, un champion national qui, au même titre que des Moody's, des Fitch and Ratings, si je ne me trompe pas, qui notent les États, qui notent les entreprises, les économies, mais au-delà de ça, qui présente des rapports pays qui sont lus, écoutés et discutés par les dirigeants africains. Absolument. Et on n'a aucun complexe en tant qu'Ivoirien à avoir cette entreprise-là qui se diversifie partout en Afrique. Absolument. Et nous sommes très fiers de ça. Nous sommes très, très, très fiers de ça. Et c'est vrai qu'au début, on a eu du mal à se faire accepter par les Africains. Mais ça ne me pose aucun problème. Je ne suis pas quelqu'un qui se plaint. En réalité, je me dis, comme mon père dit toujours, il dit, alors, ton objectif devrait transformer ton ennemi en ton meilleur ambassadeur. C'est ça ton challenge. C'est un goal. Voilà, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de logique de rancœur vis-à-vis des gens qui t'ont vilipendé et qui maintenant veulent travailler avec toi. Non, au contraire. À Bloomfield, il y a des gens qui se sont moqués de moi quand j'ai commencé et qui aujourd'hui... Ils bossent avec toi? Non, leurs enfants bossent chez moi, gars. Ils vont regarder l'épisode. Non, ils n'ont qu'à regarder, ils savent, ils connaissent. Ah ouais? Qui ont des enfants qui ont fait des stages et tout ça, mais je ne suis pas rancunier. Je suis quelqu'un de pas rancunier du tout. Parce que pour moi, ça ne sert à rien. C'est trop d'énergie négative. C'est épuisant. Je suis un bêté, on n'est pas rancunier. On aime la joie de vivre. Voilà. Nous, moi, je suis bêté. Ce qu'on pense, pas ma mère. On te dit ça tout de suite. C'est ça. Puis on passe à autre chose. Tu vois? Pas de rancune, ça ne sert à rien. Ça fatigue les cerveaux, tout ça. Ça fatigue les nerfs, ça fatigue tout. Donc vraiment, je suis très fier de ce qu'on a créé. Et d'ailleurs, il y a des structures qui ont essayé de nous racheter. Et je lui ai expliqué que... Pause. Le montant était conséquent. Mais absolument. Alors, je lui ai expliqué que je n'ai pas créé cette structure pour de l'argent. Et c'est ce que je dis toujours aux jeunes. Ne créez pas des entreprises pour devenir riches. Créez des entreprises pour répondre à un besoin de la société. La réussite de cette entreprise peut avoir comme conséquence la richesse. Mais l'objectif n'est pas la richesse, sinon vous n'y arriverez pas. Moi, l'objectif de créer Bloomfield, c'était de donner un outil à l'Afrique qui faisait des analyses de risques contextuelles pour éviter qu'on nous présume coupables jusqu'à ce qu'on se prouve innocent. On veut rentrer dans la même logique que tout le monde, nous sommes présumés innocents jusqu'à être prouvés coupables. Et on a réussi ce pari et nous sommes extrêmement fiers. Et c'est pourquoi je l'ai dit, nous ne sommes pas à vendre. Et nous ne serons jamais à vendre. Qu'importe le montant. Nous serons, écoute-moi bien, je te dis ça, nous ne serons pas à vendre. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas laisser des gens entrer dans le capital éventuellement, mais ce nom restera Bloomfield. Et cette entreprise restera ivoirienne. Et elle sera générationnelle. Générationnelle, j'ai déjà briefé mes filles. Les filles, vous êtes informées. Hein. D'ailleurs, ma première fille fait Sciences Po à Boston. Ah ouais? Donc, elle commence là bien. Là. Non, c'est pour dire que, pour moi, il faut que les Africains s'approprient leurs propres outils, créent leurs outils
et se l'approprient. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je suis fier que des pays africains nous fassent appel, que des leaders africains, que des présidents africains nous fassent appel pour l'analyse de leurs économies, pour un certain nombre de recherches, un certain nombre d'explorations. Je suis très fier. Ouais. Je suis jamais revenu sur le fait que tout le monde se moquait de nous quand on commençait. Non, je me dis, c'est normal, on n'avait rien prouvé. C'est ça. Mais maintenant qu'on a prouvé, ils ne se moquent pas de nous, ils nous appellent. Ceux qui se moquent de nous aujourd'hui, bon là, ils ont un problème. Mais ceux-là, on s'en fout d'eux. Ils sont dans le déni. Non, ils sont dans le déni, là. Mais ça, c'est leur problème. Il y a toujours des gens complexés. Hein. Mais bon, les gens sont comme ils sont. Nous ne sommes pas dans le jugement, mais nous apprécions, en tout cas, quand on fait une réunion avec un ministre de la République vient, on apprécie. Parce que ça veut dire qu'ils ont de la considération, ça veut dire qu'ils apprécient ce qu'on fait. Nous, on apprécie ça. Donc, dans tous les pays, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Centrafrique, le Cameroun et tout ça, où on travaille, et qu'on voit qu'il y a vraiment un respect par les autorités du travail qu'on fait, on trouve ça extraordinaire. Quoi. Ça montre bien qu'on a vraiment atteint, on a atteint ce niveau de notoriété qu'on cherchait. Ouais. Est-ce qu'aux conférences Risque Pays, Bloomfield invite également les dirigeants d'autres partis politiques à venir écouter? Mais bien sûr. Non, mais bien sûr, on a fait, quand on fait les panels politiques, on invite tous les partis. Il y a 2 ans, l'année dernière, pas cette année, l'année dernière, on a fait un parti politique où il y avait le PDCI, le RHDP, le PPACI, il y avait tout le monde. C'est un débat constructif. Hein. Ça ne concerne pas que les gens au pouvoir, non. Oui, que les ministres. Non, ça concerne pas. Mais c'est parce qu'eux, ils sont au pouvoir, ils sont ministres. Ouais, évidemment, ils sont ministres de tutelle, par exemple, des télécoms, on va inviter. Ministre de tutelle des finances, on va l'inviter. Ministre de tutelle de la culture, on va l'inviter pour un panel culturel. Mais quand c'est un panel, notamment, ceci dit, il y a des panels où on invite, par exemple, les anciens ministres qui sont aussi techniciens, qui viennent donner leur opinion. Donc, c'est quelque chose de complètement ouvert. Ouais. Ce sont des débats constructifs, donc ça doit être des opinions différentes. Et là, l'année prochaine, on aura un débat politique, un débat on aura un panel sur comment assurer la stabilité politique en Côte d'Ivoire. Donc, tous les partis seront présents. J'ai hâte d'y être. Ouais. Oula, on mettra comme dernier panel, comme ça tout le monde va rester qu'à la fin. Ça sera ouvert? Oui, mais c'est sur invitation. C'est sur invitation. Oui, non, mais tu seras invité, naturellement. Je pourrais vous faire le compte-rendu, même si vous n'êtes pas là-bas. Non, mais c'est ça en live. En live. Ah, ok. Donc, parce que c'est gratuit. Oui. C'est juste que pour des questions de place, on invite les gens. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas, ils suivent en ligne. C'est en direct. Tout le monde pourra suivre le débat 6 mois avant les élections. C'est là où on vous attend, les jeunes. Exactement, les jeunes. Remplissez ce live. Exactement. On ne veut pas juste 100 personnes connectées. On veut 5 000, 10 000 personnes connectées, comme si c'était un béret. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, ce qu'on fait aussi, il y a 500 personnes qui sont invitées et on prévoit toujours 50 personnes pour 50 places pour les étudiants. Ouais. Ça, toujours 50 places pour les étudiants. Pour nous, c'est extrêmement important qu'ils participent au débat. Et puis après, il y a la communication post-event où ils peuvent commenter, poser des questions et tout ça. C'est vraiment quelque chose qui devrait rentrer dans les mœurs, qui devrait être une seconde nature pour les Ivoiriens, pour les autres pays africains, pour les autres citoyens africains. Et on va y arriver avec toi et avec Bloomfield. Pour 2025, parce qu'on est presque à la fin de l'année 2024, quels sont tes vœux pour ton pays, pour la Côte d'Ivoire? Mes vœux pour la Côte d'Ivoire, très sincèrement, c'est une stabilité sociopolitique. Parce que pour moi, c'est vraiment la base. Et je crois que la stabilité sociopolitique va systématiquement créer un environnement de réconciliation. Oui. Parce que si on crève les abcès, les gens commencent à se parler correctement, ouvertement, avec un minimum de courtoisie et un minimum de considération, évidemment, ça désarme les esprits. Et de toute façon, nous sommes dans un pays d'hospitalité où les gens sont généralement contents de rencontrer leurs amis. Et donc, moi, ça me manque, ça. Je me rappelle quand on était jeune dans ce pays-là, on faisait à peine attention au nom de famille des gens. On ne s'intéressait même pas à ça. Quand on disait à quelqu'un, tu viens d'où, ça veut dire tu viens de quel quartier. C'est ça. En réalité, on catégorisait les gens en fonction des quartiers. Exactement. Tu vas te méfier de quelqu'un qui vient d'un quartier où on dit les gens sont un peu bruyants. Donc, je veux dire, ce serait bien qu'on retrouve cette chaleur-là et où on a une identité nationale, pas une identité régionale ou une identité ethnique, mais une identité nationale. C'est pourquoi je reviens toujours sur la logique de la citoyenneté. Pour moi, c'est tellement important.
la citoyenneté, pas l'ethnie. À un moment donné, on ne devrait même plus parler de tout ça. C'est la citoyenneté qui est extrêmement importante. Donc, vraiment, la stabilité sociopolitique à long terme. Première chose. Deuxième chose, le niveau de vie la vie chère. Non, pas la vie chère, le niveau de vie. Lutter contre la vie chère. C'est-à-dire que... Non, c'est surtout... Parce que pour moi, lutter contre la vie chère, c'est créer des conditions pour que les gens aient des emplois qui soient des emplois raisonnables. Soit des emplois parce qu'ils travaillent dans des entreprises ou qui créent des entreprises. Créer un environnement qui favorise la création d'entreprises solides, qui pourraient créer des emplois solides pour réduire le niveau de précarité. C'est extrêmement important. Et c'est en ça que mettre l'humain au centre de la politique de développement, mais de façon réelle, pas de façon politique, de façon réelle. C'est-à-dire que prendre conscience de l'importance réelle de le faire. Pas le faire parce que ça va paraître bien. Non. L'esthétique. Voilà. Pas de saupoudrage, mais quelque chose de réel. Et vraiment, et ça part de ces stabilités sociopolitiques et qu'on mette l'accent sur l'éducation et la formation. L'éducation, la formation. C'est-à-dire que je ne vais pas arrêter de le répéter. L'éducation, la formation, il faut qu'on repense nos systèmes éducatifs, qu'on repense nos systèmes de formation et qu'on soit aussi dans une logique d'être peut-être un des meilleurs pays en matière de santé. Si on maîtrise ces trois-là, nous serons un pays qu'on ne pourra pas arrêter. Système éducatif de pointe, donc éducatif, formation, recherche et développement, et santé. Qu'on remette ça en priorité. Pas seulement de façon budgétaire, mais aussi dans la réflexion, dans la planification. Et que dans ces trois domaines, on rentre dans une planification à très long terme. Qu'est-ce qu'on veut que le système éducatif soit en Côte d'Ivoire dans 100 ans? Qu'est-ce qu'on veut que le système de santé soit dans 100 ans? La recherche et le développement dans 100 ans. La formation dans 100 ans. Rentrons dans une logique de long terme, au-delà des mandats présidentiels, dans une logique de très, très long terme. Et le développement, c'est étape par étape. Donc, un président, pendant sa mandature, peut établir une base, qu'un autre va continuer. Il faut qu'il y ait une logique de continuité. Et mon dernier vœu, c'est qu'on dépolitise l'administration. Et je crois que ça fera de cette administration une administration beaucoup plus performante, beaucoup plus efficiente, beaucoup plus efficace. Qu'on la dépolitise, qu'on la digitalise encore plus. Non mais, on ne peut pas transformer ou reformer notre administration sans la digitalisation. On est rentré dans la révolution digitale. Et l'avantage qu'on a, c'est que la digitalisation va nous permettre justement de la rendre plus performante. Mais avant, il faut la dépolitiser. C'est comme une mine. Il faut déminer. Et maintenant, la digitalisation est un outil qui nous permettra d'améliorer justement cette administration-là. Et c'est extrêmement important. Sinon, on aura une machine grippée qui avance, mais qui n'avance pas vraiment. Et tout ça. Ce pays est une bombe qui peut aller, une fusée qui peut aller à, je ne sais pas comment à l'heure. On a les ingrédients, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut l'organisation et la structuration et le bon état d'esprit. Le bon état d'esprit. Et les compétences au service de ce pays. Absolument. Tu portes tous les jours des chaussettes rouges. C'est vrai que tu es l'homme aux chaussettes rouges, mais est-ce que tu changes de couleur de temps en temps? Non, mais justement, c'est pourquoi je suis l'homme aux chaussettes rouges. Toujours? Ouais, je n'ai que No ça. matter what? No matter what. This is the only thing I have. Mais d'où ça te vient? Pourquoi les chaussettes rouges à un moment donné? Mais Vali... Je savais que l'homme aux chaussettes... Moi, je vais faire la promotion du livre. Page 100. Page 100. Voilà. Donc, l'homme aux chaussettes rouges, page 100. La raison des chaussettes rouges de Stan, le déclic et tout, se trouve à la page 100 de l'homme aux chaussettes rouges, disponible en librairie. Non, pas en librairie. Non, pas en librairie. J'ai une autre approche de vente aussi. OK. La rareté est extrêmement importante. On vend ça à Bloomfield. Ils vont à Bloomfield. Et comme ça, ils pourront me voir, discuter avec moi, je pourrai signer le livre.
Mais c'est ce que c'est pas extraordinaire. Ah, mais c'est extraordinaire. Ben, c'est ça ma politique. Je ne cherche pas là, je ne vends pas pour gagner l'argent. Je vends pour créer un contact, pour créer un lien. Et ce lien, je veux que les gens l'achètent. C'est pourquoi je vends que quand je fais des dédicaces. Quand je vais dans des pays, j'organise des dédicaces. Comme ça, je signe. Et quand vous lisez le livre, vous savez que vous avez eu un contact avec l'auteur. Et sa signature est dans le livre. Et la personne se sent privilégiée. Mais absolument. Et c'est ce que je veux. Je veux que les lecteurs soient privilégiés. Donc, sinon, je les mets dans toutes les librairies et puis je vends, me rapporte l'argent. Non. Donc, si vous voulez acheter le livre, vous voulez posséder le livre, c'est à Bloomfield. Vous venez au siège de Bloomfield, vous savez, sur Google Maps. Ouais. En tout cas, c'est à Cocody, à la Riviera. Et vous allez et vous demandez. Mais quand on vient, on dit on veut acheter le livre. Ouais. Mais est-ce qu'on. Bon, si tu es là, on te voit. Dès qu'on achète le livre, on me voit. Quand je suis là, sinon ils reviennent. Uh-huh. Mon assistant dit quand je suis là, ils reviennent. Je signe. Signe, photo, 5 minutes de discussion. Bon, moi, mais il faut que j'aille chercher mon livre. Il faut que j'aille chercher mon livre parce que je n'ai pas encore mon livre dédicacé. Voilà, tu vois. Bon, alors, je vais être gentil. Je vais donner quand même un tips. D'accord. Les chaussettes rouges, je les ai empruntées des cardinaux du Vatican. Et pour moi, ça incarne la puissance discrète. Ça incarne la passion. Ça incarne la force. Ça incarne un caractère fort. Et en même temps, paradoxalement, ça incarne l'humilité parce que ce sont des chaussettes. Oui. On marche sur des chaussettes. Donc, ça incarne l'humilité. C'est discret parce que les chaussettes, on les voit que quand on est assis. C'est ça. Quand on marche, on ne les voit pas. Toutes ces valeurs que je prône dans mes débats, dans mes discours, dans ma relation avec les jeunes, se retrouvent dans la symbolique que je veux donner à ces chaussettes-là. Et donc, c'est une incarnation d'une personnalité, de quelqu'un qui veut développer la puissance discrète, l'humilité, le travail, la rigueur, la passion pour les choses. Et aujourd'hui, quand je vois des jeunes banquiers, assureurs et te porter des chaussettes rouges, ça me fait chaud au cœur en réalité. Ouais. Parce que j'ai demandé à 2 jeunes à Paris, je me rappelle, un Congolais et un Ivoirien, pourquoi vous portez des chaussettes rouges? Ils disent quand on porte les chaussettes rouges, on a l'impression d'être Stan Zézé, avec les valeurs qui vont avec. Ça, c'est fort. Non, mais ça, c'est trop fort, ça. Ça, c'est un achievement. Tu impactes. Et comme j'ai dit, je ne suis pas le premier à avoir porté des chaussettes rouges. La preuve, j'ai dit que j'ai emprunté des cardinaux. Mais par contre, je sais qu'en Afrique, on sait que c'est toi. Je suis le seul qui porte toujours des chaussettes rouges. Et quand on parle de chaussettes rouges, le réflexe des gens, c'est toujours vers Stanislas Zézé. Et c'est ce que je voulais, justement. Et donc, je crois que c'est... je veux, à travers ces chaussettes-là, ce n'est pas une marque de style de vestimentaire, mais c'est un symbole. Ouais. C'est un statement. Voilà, un statement. Ouais. A real statement. Ouais. Voilà. Tu me fais penser, je pense que tout l'échange qu'on a eu, toute la discussion qu'on a eue sur ta vision de l'Afrique, la Côte d'Ivoire, les jeunes, la politique, l'économie et tout, et toi-même ton parcours personnel avec ton père, l'éducation qui t'a inculquée, les valeurs que tu as récupérées dans cette évolution, dans ce développement personnel. Ça me fait penser à cette phrase d'une marque dont je ne vais pas citer le nom, mais un slogan de cette marque: la puissance sans maîtrise n'est rien. Ouais, c'est exactement ça. Tu l'incarnes. Bah, écoute, je suis très ravi parce que c'est vraiment ce que je voulais développer. Parce que pour moi, c'est extrêmement important. La puissance pour moi, la puissance pour avoir un impact, pour créer des choses. Pas la puissance pour brimer les autres. Oui, oui. Non. C'est pourquoi ce que tu viens de dire a tout son sens. Une puissance maîtrisée. La puissance, c'est les outils pour pouvoir impacter positivement la vie des autres. Et moi, ça, c'est mon objectif, ça, c'est ma mission de vie. Pour laisser un héritage immatériel et indélébile. Pour les générations à venir. Oui, absolument. Stan, tu avais des choses à dire? Tu penses que tu les as dites? Je pense que j'ai dit une partie, parce qu'on va recréer d'autres débats. Edith, exactement. J'ai dit une partie.
En avril Voilà, aussi. Oui. En avril, on continue. Et en plus, il y a le livre Voilà. qui dédicace directement à Bloomfield. Ouais. C'est un honneur, c'est un privilège. Moi, je vous dis merci. C'était le dernier épisode, l'épisode 26, le dernier épisode de la saison 1 du podcast Des choses à dire. J'espère que vous avez apprécié tous ces profils que je vous ai amenés, toutes ces personnes qui sont venues partager leur parcours, leur vision du monde de l'Afrique. J'espère également que vous avez retenu des leçons, des cas pratiques. Et j'espère également que vous allez continuer à regarder les épisodes passés, à revenir également sur des choses qui vous ont intéressé, à poser des questions toujours dans les commentaires, à donner votre avis dans les commentaires, c'est très important. Je vous demande toujours, et je ne vais jamais cesser de le demander, n'oubliez pas, si ce n'est pas encore le cas, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochains épisodes de la saison 2 à venir en janvier. On se prépare. Pour l'instant, on va se reposer, on va faire une pause et continuer toujours à partager ces épisodes, à partager cet épisode. Et moi, je vous dis joyeux Noël, aussi bonne année. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.